Après nous avoir dit pendant des années que Biden était en parfaite santé, qu'il avait aucun problème de sénilité, soudainement il y a le débat Biden versus Trump. Tout le monde se rend compte que Biden galère à parler, qu'il n'est pas parfaitement cohérent. Et d'un coup, les démocrates nous disent « Ouh là là, ok, on se réveille, finalement, c'est vrai qu'il a des problèmes, ok, on fout Kamala, boum. » Il y a un peu ce côté orwellien, des fois, je trouve, chez les démocrates, ils s'en rendent pas compte. C'est un truc que j'essaie beaucoup de dire sur Twitter. Je pense que la gauche, elle peut gagner facilement si elle arrêtait ces petits jeux avec la réalité qu'elle fait assez souvent, je trouve. Ils sont prêts à se voler la face du moment que c'est pour leur camp. Bienvenue dans Charge Positive, le podcast qui vous aide à recalibrer vos intuitions et à entrevoir des futurs optimistes, parfois bien cachés derrière des peurs ou des idées reçues trop souvent fausses. Il est facile de perdre de vue que nous sommes à un âge d'or de l'humanité et plus encore d'imaginer que le plus beau reste à venir. Avec mon ami Martin Charpentier, passionné de tech et entrepreneur depuis une douzaine d'années, ainsi que mon ami Tim Soré, créateur du studio de jeux vidéo Hot Tales, nous avons décidé de vous parler de tous ces sujets qui nous passionnent. Quant à moi, je suis Benjamin Code, youtubeur tech, développeur web, et j'ai l'immense plaisir d'être votre hôte pendant ce podcast hebdomadaire qui nous tient tant à cœur. Nous vous souhaitons une agréable écoute. Et bonjour à toutes et à tous, qu'est-ce que ça fait plaisir de vous retrouver, Martin, Tim et Aram. Nous sommes en présence de Aram aujourd'hui. Aram qui est un pote de Martin. Martin, est-ce que tu peux introduire tes amis au lieu de les laisser comme ça? Pas les présenter, pas les introduire, s'il te plaît, merci. Allez, Ça commence bien. ça t'apprendra Ben. Oui, volontiers vous présenter Aram. Aram, ça va faire quoi? Ça va faire après plus de 10 ans, je pense qu'on se connaît. Aram qui aujourd'hui, si je me trompe pas, t'es chercheur, docteur ou doctorant? Pas encore doctorant, malheureusement, ça fait 5 ans. Chercheur en entrepreneuriat. C'est pas commun, je me trompe pas quand je dis ça. Et accessoirement, t'as d'autres casquettes, t'as un site qui s'appelle The VC Factory, qui fait des formations dont j'ai profité à l'époque quand je me suis lancé, quand j'ai créé mon fonds. C'est un peu toi qui m'as mis le pied à l'étrier. Et je pense que de toute façon, t'as un CV long comme le bras, avant t'étais VC. Voilà, je vais pas te refaire ton CV si tu veux agrémenter ma présentation de détails, je t'en prie. Non, c'est parfait, et puis peut-être qu'au fur et à mesure de la discussion, j'en dirai un peu plus, mais t'as dit l'essentiel. Quel homme mystérieux, j'ai envie d'en savoir plus, moi. J'ai envie d'en savoir plus. Aram, dis-nous quelques trucs. Moi, je te connais pas. Martin te connaît. Tim te connaît. Je sais pas si Ok. Donc, j'ai envie de savoir. Donc, comme a dit Martin très gentiment, donc moi j'ai eu un métier assez longtemps où j'étais investisseur, plutôt ce qu'on appelle aujourd'hui late stage, donc plutôt dans des gros LBO et ensuite donc des opérations à effet de levier, des grosses boîtes et ensuite des PME. Et effectivement, j'ai fait du VC via surtout des personnes physiques pour qui j'investissais. Et puis il y a 5 ans, je me suis dit je vais passer de l'autre côté, je vais former des VC. Donc je forme depuis 5 ans des investisseurs un peu partout dans le monde. Via une plateforme en ligne que tu as nommée, et je fais en parallèle de la recherche sur les biais psychologiques, les biais dont on peut parler des investisseurs quand ils investissent, quels sont les biais qu'ils ont psychologiques, et puis ensuite aussi la santé mentale des entrepreneurs. Et Aram, tu fais ça de manière indépendante ou t'es dans une université ou... Alors, je fais ça avec Toulouse Business School, parce que j'habitais à Toulouse à l'époque, ta ville natale, si je me souviens bien. Toulouse. Oh. Toulouse. Mais bon, effectivement, quand tu fais de la recherche, c'est ce qu'on appelle un exécutif d'IBA, donc c'est en plus de ton boulot. Donc t'es quand même un peu tout seul avec un superviseur tous les 3 mois qui dit ça va, vous avancez. Et voilà, donc j'en suis presque à la fin. Je pensais finir là en décembre. À chaque fois, ça repousse de 2-3 mois. Donc voilà, c'est comme une start-up. Ça prend plus longtemps que prévu. Exactement. Et c'est comme nous le podcast. Au début, on a dit on en fait un par semaine, toutes les 2 semaines, et puis on est en retard, etc. Bien sûr. Et Aram, faire de la recherche comme ça te prend du jour au lendemain. Tu dis tiens, j'ai envie de chercher ce sujet. Et du coup, faut que tu te trouves un directeur de thèse, un truc comme ça. Et on peut faire ça n'importe quand dans sa vie en fait. Je savais même pas qu'on peut se mettre à rechercher quand on veut. Ce qui est intéressant, je savais pas non plus, c'est que moi j'ai toujours été intéressé. Mon père était journaliste, donc photo reporter, donc j'ai toujours intéressé par ça. Et quand t'es investisseur, t'es un peu quand même journaliste aussi, t'es un peu chercheur, parce que tu dois comprendre des environnements différents, des personnes différentes, des business models, des modèles d'affaires différents. Et en fait, je savais pas non plus, mais j'ai trouvé il y a quelques années, il y a 3-4 institutions en France qui proposent ce diplôme qu'on appelle un DBA, un Doctorate in Business Administration, qui est pas un PhD, c'est pas un doctorat d'État, parce que ça n'existe pas en business en fait. Et donc tu dois trouver une fac qui le fait ou une école de commerce, et donc tu peux faire ça en plus de ton boulot pendant parfois c'est 3 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, etc. Et Aram, moi j'ai une dernière question, c'est quand tu te relances comme ça dans un travail de recherche à ce moment-là de ta vie,
c'est purement par passion ou parce que, enfin, j'imagine que c'est pas tu pour vas le ajouter laisser une avancée. tranquille, Mais non, mais moi ça m'intrigue. Excuse-moi du peu, mais ça m'intrigue. Peut-être que je vais avoir envie à la suite de cette discussion avec Aram de rechercher des choses moi aussi. Mais c'est par passion, on est d'accord, parce que t'as pas besoin de cette ligne en plus sur ton CV. C'est pas pour ça que tu le fais, quoi. Alors, c'est intéressant. Puis non, je te remercie parce que on me pose rarement la question. Il y a des gens qui font ce diplôme pour le titre, parce que tu as quand même un titre de docteur. Moi, je m'en fiche complètement. Je pense que si tu es quelqu'un de curieux et que toute ta vie, tu as aimé lire des articles de recherche, mais que tu veux apprendre à aller plus loin, parce que tu apprends dans un programme comme ça, tu fais de la statistique poussée, tu apprends à lire un article de recherche, tu apprends surtout à l'écrire. Et ça, c'est un truc qui était, moi j'adore écrire, mais là c'était très dur. Donc non, je pense qu'il faut aimer lire et écrire, il faut avoir une passion. Et moi, pour te dire, d'ailleurs, pour la petite histoire, j'avais commencé mon thème, c'était sur justement l'intégration des startups par les grands groupes, parce que j'avais fait plusieurs transactions des deux côtés. Pour des grands groupes, j'avais acheté des startups et inversement, j'en avais vendu. Et donc je voulais aller plus loin en me disant, ben, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi est-ce que l'intégration se passe si mal? Et puis au bout d'un an et demi, mon superviseur m'a dit, tiens, toi qui connais les entrepreneurs, tu veux pas faire une petite recherche sur où en est l'état de l'art sur la psychologie des entrepreneurs? Et je me suis dit, mais ça a cliqué. Parce que moi, quand j'étais investisseur, j'ai eu un reproche par mes collègues. C'est qu'ils disaient, t'es trop pote avec les entrepreneurs. Moi, j'adore les entrepreneurs. Et je trouvais quand même qu'ils étaient bizarres. Et c'est parti de là, quand tu dis comment tu trouves un thème, je me suis toujours dit, mais ils sont quand même bizarres ces gens-là, j'en ai quelques-uns ici, donc ça me fait plaisir de leur dire. Ça peut être des gens agréables par ailleurs. Ouais, vous êtes super bizarres. Je veux dire, par exemple, un truc qui me était en tête, j'avais une boîte que j'avais aidé à lever un premier tour, il levait un deuxième tour, ça s'est mal passé, la boîte était franchement en faillite, on a essayé de la vendre. On voyait tous l'urgence, l'entrepreneur était là, tranquille, on va y arriver, vous inquiétez pas. Donc le type, il vivait dans la delusion, tu vois, dans la désillusion, enfin pas désillusion, dans l'illusion, voilà. Et des choses comme ça, tu vois. Et je pense que si t'as pas ces traits de caractère, sur confiance, etc., tu t'entreprends pas. Et c'est ça qui m'a intéressé. Donc maintenant, je finis ça et je rebondis aussi. Du coup, à chaque fois, je me dis tiens, mais les investisseurs, pourquoi ils prennent ces décisions-là? Et je me rends compte, c'est 95% de la psychologie, 5% de la technique. Et voilà. Et donc, je pense qu'il faut que tu sois curieux et que t'aies des choses qui t'animent et que t'aies surtout envie d'aller au fond des choses parce que c'est long. C'est long. Et du coup, faire de la recherche. Des entrepreneurs bizarres, tu continues d'en coacher, non, Aram? Ouais, j'en coach. Alors, j'en coach à titre privé. Et puis bon, comme on en parlait aussi, c'est que depuis 5 ans, je suis un des 2 coachs de l'émission qui va être mon associé. C'est un peu le Shark Tank français, où on a des entrepreneurs qui présentent leurs projets à des investisseurs. C'est un coaching assez rapide. On n'y passe pas 200 heures parce qu'on veut les garder un peu dans leur jus et qu'ils soient authentiques. Mais effectivement, tous les étés, j'ai 70 coachings qui à marche forcée. C'est 4 par jour. Donc, et puis après, je vais sur les tournages et je les vois. Et effectivement, vous les voyez à la télé aussi, vous voyez, il y a des gens qui sont incroyables. Je veux dire, T'as eu à coacher 2 de mes startups, mais c'est top secret. On en parlera plus tard. Les amis, Aram, tu es ici. Tu es ici. Magnifique liaison. Tu es ici. Tu es de retour des States où tu as vu passer beaucoup de choses. Tu as vu passer les élections. Tu as vu probablement, peut-être que tu as vu Musk par là avec son nouveau concept de DOGE, le Department of Government Efficiency. Et c'est un petit peu de ça dont on va parler aujourd'hui comme sujet principal de ce podcast. C'est un petit peu comment rendre les gouvernements plus efficaces qu'ils ne sont actuellement. On passe notre temps à dire que les gouvernements sont de plus en plus gros, obèses, consomment plein de sous de manière pas efficace. C'est un peu, ça chagrine pas mal de gens. Et on peut peut-être faire ça mieux. Oui, Martin? Est-ce que vraiment, quand tu dis c'est vraiment la majorité des gens? Je suis pas certain que les gens se plaignent tous de... je crois qu'en France, quand même, globalement, tout le monde est mécontent de comment l'argent public est dépensé. Ouais, c'est une bonne question que j'aimerais bien qu'on aborde, je suis pas si sûr. Mais pardon, du coup, je te coupe dans l'intro. Si, les services publics, etc. On a l'impression qu'on donne le service public. Oui, non, mais bien sûr, mais on a l'impression qu'on donne toujours plus d'argent, mais que le service public ça y est, le podcast est lancé. Let's go. Non mais Martin a raison, c'est vrai que la plupart des plaintes, c'est pas que l'argent est mal utilisé, c'est qu'on manquerait d'argent. Souvent on dit on manque d'enseignants, les hôpitaux manquent de moyens. Pourtant c'est vrai que si on compare par exemple aux pays voisins, on se rend compte que les hôpitaux ne manquent pas de moyens. Mais que c'est plus l'utilisation qui est faite des fonds qui est pas forcément efficace. On a par exemple un ratio d'administrateurs soignants qui est terrible en France par rapport aux autres pays, tu vois. On a beaucoup trop d'administrateurs à l'hôpital, de gens qui font de la paperasse. Pareil chez la police, énormément de gens font juste de la paperasse plutôt que de s'occuper à résoudre des crimes. Donc, effectivement, ouais, peut-être que Martin a raison, c'est pas si simple que ça.
C'est crois pas que- ça. On va en reparler les gars, dans la partie qui sera concernée. Martin, je vois que tu voulais Et Ben, encore on faire une parlera quand digression. même un peu de cette élection incroyable, parce que je pense que ça peut intéresser nos auditeurs, et je suis pas sûr que tout le monde comprenne bien les dynamiques en jeu aujourd'hui aux US, et qui justement amène Trump à faire travailler Musk au sein de son gouvernement, et autour justement de l'efficacité des institutions et ce qu'ils appellent les agencies. Et j'aimerais bien qu'on commence par là et qu'on termine sur la partie government efficiency. Tu aimerais bien qu'on commence par là, mais tu sais, Martin, qu'on ne commencera pas par là, puisque Ah, avant oui. d'attaquer tout ça, Ok. nous allons Dump. faire le dump le Mi-Months Dump. C'est hyper dur à dire, ça sonne pas du tout bien en français Mais- avec cet mais- accent français-anglais. Mi-Months Dump, personne C'est comprend. comme ça. Et Je ça me sonne suis pas mieux réécouté- que Mousquetech de toute façon. Mousquetech, ça sonne extrêmement bien. Du coup, on va commencer ce dump de moitié de mois. C'est encore pire traduit en français, mais c'est pas grave. Qui est-ce qui veut commencer? Qui est-ce qui a une bonne nouvelle, une charge positive à nous balancer dans la gueule? Qui veut se lancer? Martin? Ou Tim? On t'a beaucoup entendu Martin pour l'instant, on n'a peu oui. entendu Tim, donc on peut commencer Non, par Tim. Martin commence, je regarde un truc. D'accord, c'est Oh. Martin commence. Dans le dernier podcast, Martin, t'as dit un truc qui m'a fait rire. Tu m'as dit, je veux pas passer après Tim. J'ai pas compris pourquoi. Mais parce C'était- qu'il est plus smart, il a toujours, il a les meilleures conclusions, il a les meilleurs dumps, il a tout, il a tout. Alors- Donc je préfère passer en premier. T'as Et, bien raison, alors vas-y. En gros, moi, la bonne nouvelle que j'ai, c'est que, alors, Ekaterina Zaharieva, qui est la commissaire désignée à l'Union européenne pour les startups, la science et l'innovation, a annoncé qu'enfin, il lançait une proposition qui, j'espère, aboutira en 2025 pour avoir la possibilité de créer une entreprise européenne. Ah, Donc on en parlait la dernière fois, et je pense que c'est aussi on peut aussi parler de ce lobby ou ce groupe Discord auquel je fais partie, qui s'appelle UEACC, qui avait lancé une pétition récemment pour qu'on ait voilà un cadre légal pan-européen pour les entreprises, pour pouvoir embaucher des Européens en tant qu'Européens et pas des Français en tant que Français, des Espagnols en tant qu'Espagnols, des Italiens en tant qu'Italiens. Et donc ça a été annoncé il y a, je sais plus, mais c'était il y a le 5 novembre, donc il y a un peu moins de 10 jours. Et donc c'est une très très bonne nouvelle de voir l'Union européenne s'attaquer à cette question-là. Et si je pouvais avoir une entreprise européenne à l'échelle européenne, je serais ravi de pouvoir le faire. concrètement, ça changerait quoi pour toi, Martin, d'avoir une entreprise européenne dans l'Europe? Ça change. Je sais pas ce que ça changerait parce que pardon. Ça va dépendre un peu de ce qu'ils mettent dedans, mais d'un point de vue direction et je vais dire changement de paradigme. Même si ça me coûtait un peu plus cher, par exemple, je serais prêt à le faire pour montrer l'exemple, pour tester le truc, un peu comme un early adopter va adopter un service encore imparfait, parce que je pense que c'est le sens des choses, et donc c'est plus dans cette logique-là, parce que là, à l'heure actuelle, c'est juste un projet, je sais pas ce qu'il y a dedans, et peut-être que ce sera imparfait, mais même si ça l'est, j'aimerais bien participer en tant qu'utilisateur, en tant qu'entrepreneur, à le parfaire et à donner mes feedbacks, ouais, ça me plairait. C'est l'idée qui me plaît. Ok, bon, très bien, Martin. Merci à cette dame de l'Europe d'avoir parlé de cette chose qui fait plaisir. Dame de l'Europe. Oui, bah écoute, elle avait un nom compliqué à prononcer, je m'y risque pas, C'est d'accord? imprononçable. Moi, le pro de la dyslexie, tu sais bien que j'allais forcément me planter. Mais quelque part, c'est intéressant, ça montre déjà que ce millefeuille en fait qu'on a de lois différentes, etc., de juridictions qui ne sont pas standardisées, ça montre déjà un peu la complexité et la nécessité de tout simplifier en fait. On est dans un monde où on se globalise et on a vraiment besoin de rendre les choses simples. À la base, travailler avec quelqu'un, ça ne devrait pas être compliqué. On devrait pouvoir travailler avec quelqu'un en 10 minutes si on veut, où que ce soit à travers le monde. On devrait pouvoir dire, je t'envoie des sous, et ça me concerne pas de comment ça se passe, machin, etc. Ça devrait être vraiment transparent, ça devrait être automatique. Et donc il est temps qu'on crée ce monde-là, quoi, qu'on puisse bosser. On pourrait s'associer à 4 sur une tâche spécifique, juste une après-midi, et hop, on se dispatche le lendemain, quoi. Moi, je pense que le futur, c'est des sortes de task team comme ça, qui s'assemblent, taclent un problème pendant quelques jours, quelques heures, et puis se disbandent juste après. Toi, tu le fais déjà un petit peu dans tes vidéos avec Fiverr, j'ai vu des choses comme ça, mais Fiverr montre un peu ça, mais ça reste un process assez long et tout, mais
J'imagine qu'un futur où on est plus dans une sorte de forum à la journée, on est dispo Et pourquoi on peut vous êtes intervenir. contre le faire via du freelancing? Parce que on cotise pas ou c'est quoi le problème? Parce que ça, tu peux le faire aujourd'hui, comme tu disais, avec des freelances. Moi, je travaille beaucoup comme ça. Je travaille beaucoup avec des freelances à travers, enfin partout où je veux, sur des mini-tasks bien précises. Et j'ai mon roster de freelance et je les reprends de temps en temps si j'ai besoin ou pas. Mais comme le disait Tim, tu peux pas travailler trop longtemps avec un freelance. Après, c'est du salariat déguisé, etc. Enfin, si t'as besoin de lui tout le temps, toute l'année, etc., c'est pas possible, quoi. Et puis, Ok. souvent, les bonnes recrues, elles veulent pas forcément être en freelance, elles veulent faire partie de l'entreprise à part entière, accéder éventuellement à des stocks, etc. Donc, tu vois, ça, c'est quand même plus simple si t'es directement lié à l'entité et que t'as pas de problème avec l'URSSAF, tes déclarations. Et puis, Aram, moi, j'ai une due diligence pour vendre ma boîte à un moment. Je peux te dire que le malus que j'ai pris sur la valorisation parce que j'avais 5-6 freelances assimilables, Ah oui, non, bah, ils m'ont quand fait tu les vas calculs, ils m'ont dit racheter la voilà, boîte, si vous êtes relevé, tu vas vers ça. Donc du coup, tu me mets ça sur un compte et puis c'est à toi qui paye. Je fais, ah bon les gars. Non, bien sûr. Alors ça, dans un cadre du deal, ça, je viens de croire. Oui. Ça, c'est sûr que, en fait, ce qu'on achète quand même dans ce type de boîte, surtout toi qui est dans les services, c'est quand même les actifs, c'est beaucoup les personnes. Il y a les clients, mais les personnes. Et effectivement, vous avez raison, c'est pas vu pour un investisseur, c'est pas vu comme quelqu'un de pérenne. Bon, en tout cas, je suis super content que mon dump ait beaucoup de succès. Tim, j'espère que t'as la pression. Mm. Ça va bientôt être au tour. Alors attendez, avant qu'on parte dans cette rivalité là entre vous deux, je vais m'immiscer entre vous deux pour calmer un petit peu le jeu, pour apporter le genre de news qui donne le plaisir, mais qui sont beaucoup plus qui me ressemblent un peu quoi. Ça parle d'odeur. C'est un truc, c'est une news d'odeur. En fait, il y a Osmolab qui a réussi à créer une sorte d'IA qui peut sentir, qui peut renifler et resynthétiser après. Réimprimer l'odeur qu'elle a reniflée. Vous imaginez si on peut faire ça avec moi je sais que j'ai eu des copines dans la vie qui adoraient mon odeur de sueur, une odeur vraiment atroce, hein, infâme. Nous sommes ravis. Le bête, Infâme. c'est faux. Déjà, c'est une fake news parce que la dernière fois, tu nous as dit explicitement, avec beaucoup d'arguments, que je ne suis tu pas. ne transpirais pas. C'est vrai, mais je pardon. pue pour autant. Pour autant, il Imaginons m'arrive que- de puer. Je suis pas à grosses gouttes, mais je peux sentir bien fort des aisselles. Eh bien, cette odeur qui rend certaines femmes folles, l'IA pourrait la renifler et la synthétiser. Et ça, on y est là, ça y est, on y est. C'est Osmolab qui a fait ce truc. Et ils ont réussi à renifler une odeur de prune et à la resynthétiser direct, parfaitement semblable. Et c'est que le début d'une immense chose que les IA puissent renifler, c'est quand même fou. Tim, tu parles tout le temps sur les réseaux qu'on est les capteurs des IA, que c'est nous les yeux, c'est nous les Pour machins. l'instant. C'est Ouais. pour l'instant. Et là, tu lui donnes un sens supplémentaire. C'est une folie. Moi, je trouve ça assez fou en vrai. Alors j'ai pensé à ça depuis très longtemps. Je me suis dit que effectivement l'IA on l'imagine toujours avec les sens qui sont prédominants pour nous, c'est-à-dire la vue et l'ouïe. On imagine donc du coup quand on imagine des drones dans les films ou dans les jeux, etc. C'est tout le temps des drones qui voient et qui entendent. Mais quand on sait qu'un chien c'est à peu près 1 million de fois plus sensible qu'un humain. Et que du coup ça peut détecter une particule dans 1 mètre cube, une seule particule d'une personne par exemple, je me dis qu'est-ce qui se passe le jour où un drone a ce niveau de sensibilité aussi, et effectivement est-ce que vraiment la vue ce sera son sens prédominant? Moi à mon avis ça va énormément évoluer, et du coup dans la vision de The Last Night que j'ai créée, effectivement faut pas que je spoil, mais Oh, lâche-nous un truc, oh là là, qu'il est chiche, quoi. Tu les gens, ils sont là sur Terre Non, mais c'est c'est un truc, un pixel, même ça. enlève la valeur du truc, hein, sinon c'est que Ah oui, c'est vrai, je vais perdre de la valeur. Bon, non, mais j'ai rien ce dit. qui m'intéresse, effectivement, c'est de montrer que essayer de duper une IA en se cachant, c'est un truc qui n'a quasiment pas de sens. Avec une IA extrêmement avancée qui peut sentir la moindre micromolécule de toi, la moindre particule de peau qui s'est échappée de toi avec ta sueur et qui est partie s'envoler, etc., à 100 mètres, et que un drone la capte, ça va être extrêmement compliqué à échapper. Voilà. Et je voulais juste expliquer ça, c'est que, à mon avis, échapper à une IA, ce sera extrêmement difficile, comme, je sais pas, un peu comme un enfant qui a l'impression de se cacher de ses parents en se cachant derrière les yeux, tu vois, comme ça. À mon avis, c'est loin d'être aussi simple. Et j'avais envie de montrer ça, parce que dans les films, on voit des robots hyper avancés, mais ils ratent 80% de leurs tirs, tu vois. Ouais. Ils tirent à côté. Tu fais, non, un drone, il va pas te louper dans le futur. Ouais, d'ailleurs, c'est marrant ce que tu dis parce que je revoyais Matrix il y a 2 jours. Et Ouais. c'est au son, en fait. C'est vrai que dans les films,
il capte les gens au son, mais t'as raison, c'est pas à l'odeur. Et d'ailleurs, en parlant de Matrix, et pour revenir sur ce que disait Benjamin, c'est que tu parlais de l'odeur, mais il y a aussi, je sais pas si vous vous souvenez, au début, ils ont une discussion sur le goût, en disant, on dit que c'est du poulet, mais comment est-ce qu'ils ont su, les machines, quel est le goût du poulet? Ça se trouve, c'est de la myrtille ou autre chose. Et ça, Ah ouais. je fais mon geek pendant 10 secondes. Non, mais très bon souvenir. Tim, j'espère juste que tes drones dans The Last Night, ils seront pas aussi performants que tu le prétends. Sinon, nous, en tant que joueurs, on est foutus. On va jamais pouvoir s'en sortir. Tout est prévu. Ok. Tu payes pour avoir des vies en plus, t'inquiète pas, tout est prévu. Non, c'est pas un pay to win. Dis-moi que The Last Night est pas un pay to win. Non, t'es un artiste, bien sûr que non. Bon, parfait. Tim, c'est à toi. On donne encore un peu de répit à Aram. J'espère qu'Aram, tu cherches ta bonne nouvelle à nous donner. Moi, j'ai peur de rien, moi j'ai pas peur de passer après Tim. Oh là 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 là. Il est très bien ça. Le niveau va monter là. Très bien, très bien. Alors dans ce cas, moi j'avais envie de vous parler d'une boîte qui m'intéresse pas mal, qui s'appelle Astromechanica. Et il travaille sur un jet engine, donc un moteur d'avion électrique. Et c'est un truc dont on est qui est en train de se faire dans pas mal de startups dans le monde. C'est pas les seuls, il y a plusieurs boîtes qui travaillent à ça. Mais effectivement, je sais pas, si on écoute des gens comme Jean Covici, par exemple, un expert en énergie français, il nous dit toujours qu'il y aura plus d'aviation dans 50 ans, que tout sera terminé. Mais si on arrivait à faire des avions, effectivement, qui fonctionnent à l'électricité, plutôt qu'à la combustion, plutôt qu'à la réaction chimique, dans ce cas, on pourrait imaginer que l'aviation devienne quelque chose de pérenne, et voire même qu'on puisse avoir encore plus d'avions qu'aujourd'hui, et qu'un avion coûte encore moins cher éventuellement. Donc je trouve ça assez intéressant. Et Astromechanica, du coup, ils ont fait un de leurs tests là sur YouTube qu'ils ont publié il y a pas très longtemps, il y a quelques semaines même pas, où on voit leur moteur, et donc au lieu d'utiliser une réaction chimique, ça utilise un plasma généré du coup par de l'électricité pour lancer toute l'énorme propulsion qu'il y a derrière. Et le moteur, il est magnifique, on dirait un moteur de vaisseau spatial à la Star Trek, c'est un moteur qui envoie une flamme bleue hallucinante qui fait 30 mètres, enfin c'est vraiment superbe. Et voilà, c'est quelque chose qui me fait rêver, je me dis, aujourd'hui ça paraît lointain, mais je me souviens quand j'étais petit, les voitures électriques aussi, ça paraissait lointain, et aujourd'hui on y est. Donc peut-être que voilà, nos enfants, quand on les aura et qu'ils auront 20, 30, 40 ans, ils auront ça, des avions électriques, et pour eux ce sera normal, quoi. Super cool. J'irai voir tout à l'heure, je suis très curieux de voir la gueule du truc. Quand tu vas à Toulouse, je pense qu'il y a pas mal de boîtes autour de Toulouse qui travaillent sur le sujet. Oui. Aérospatiale, aviation, il y a que ça d'ailleurs. Tous mes amis d'enfance, ils travaillent tous dans ces boîtes-là. Ah ouais. Ah ouais. Et Tim, cette boîte, elle est d'où, tu as dit? J'ai pas suivi. Je suis quasiment certain que c'est la Silicon Valley, mais à vérifier. C'est marrant quand tu y penses d'ailleurs, parce que souvent dans l'investissement, on investit à court terme. C'était la fameuse phrase de Peter Thiel qui disait qu'on voulait des voitures volantes et on a eu 140 caractères, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Et la raison étant, à part quelques-uns, donc Steve Jobs, justement Peter Thiel, Vinod Khosla, à part quelques-uns, ils investissent à court terme. Je vais pas vous faire un cours de vicisme parce que les fonds en fait ont des durées de vie limitées. Mais de plus en plus maintenant, avec le militaire, avec le spatial, grâce à Elon Musk notamment, ils commencent à regarder. Mais il faut avoir des structures de fonds qui sont différentes parce que c'est pas un investissement à 7 ans. Clairement. Bah, c'est les fonds deep tech, un peu. Des fonds deep tech, des fonds ce qu'on appelle evergreen, c'est-à-dire qu'ils vivent tout le temps, ils investissent et ils réinvestissent les profits, les gains. Versus les fonds qui ont des périodes d'investissement, 4, 5 ans, des périodes de désinvestissement et donc horizon 10 ans max. Voilà pour ceux qui nous écoutent. Petit détail supplémentaire sur le moteur qui est assez intéressant d'ailleurs. L'intérêt d'un moteur comme ça, c'est que c'est un peu comme un moteur de bagnole électrique. Il n'y a pas besoin de vitesse. Il n'y a pas besoin d'avoir plusieurs mix selon les différentes vitesses à laquelle ça va. Le moteur est efficace à 100% quelle que soit la vitesse. Oui, comme les moteurs des voitures électriques. Exactement. L'efficacité des moteurs voitures électriques est bien supérieure. Donc ça permettrait notamment d'aller beaucoup plus loin qu'un Concorde à l'époque. Ça permettrait de faire le tour de la Terre avec sans avoir besoin de refuel ou quoi que ce soit. Donc c'est... Enfin, pas le tour de la Terre, mais je crois... en tout cas, il y a moyen de faire au moins... d'aller de l'autre côté de la Terre. Voilà, moi, j'y connais rien. Sans escale, sans rien. Mais la Terre est plate, Tim. Tout droit, c'est vrai. J'avais oublié. Non, mais j'y connais rien. Mais ceci étant, donc tu échapperais au problème des voitures électriques, c'est-à-dire que tu n'aurais pas besoin, justement, tous les 350 km de t'arrêter pour recharger. C'est ce que tu dis. L'efficacité est telle, effectivement, que du coup. Et du coup, ça retomberait sûrement sur peut-être que la technologie pourrait être adaptée aux véhicules électriques, du coup, je sais pas. Non, parce que c'est extrêmement différent. C'est comme un réacteur, non, ce que tu montres. Ah oui, c'est un réacteur. C'est pas un moteur réacteur hélice. C'est
J'imagine c'est qu'il y a, pas un- il y a quand même une réaction chimique là-dedans, mais qui est sponsorisée par l'électrique, j'imagine que c'est ça. J'ai commencé par dire j'y connais rien. Mais l'énorme intérêt de leur avion aussi, Sim non c'est plus, il que, connaît rien. Regarde, là, il sait plus de quoi il parle. l'énorme intérêt de leur avion, c'est que c'est de faire un Concorde 2, en fait. C'est de faire une sorte de meilleur Concorde. C'est un avion qui sera supersonique, qui ira extrêmement vite, qui aura une efficacité de malade. Et je trouve ça intéressant. Il est temps. C'est vrai que on s'en est déjà plein dans les précédents podcasts, mais on est quand même dans une ère où on a perdu des capacités par rapport aux années 70. Avant, on savait aller sur la Lune. Avant, on avait un Concorde, on pouvait aller à New York en 3 heures. Aujourd'hui, il n'y a aucun moyen d'aller à New York en 3 heures de Paris. Ça n'existe plus. L'humain a plus cette capacité. Et même pire que C'est ça, dès qu'une entreprise essaye d'entreprendre, de rêver à nouveau, comme le fait cette boîte-là, j'ai oublié le nom, pardon, Tim, tu vas avoir 3000 personnes qui vont trouver toutes les explications du monde pour te dire que c'est impossible, parce qu'en fait, la gravité fait que non, mais en fait, c'est pas possible, et moi, je connais, j'ai fait de la physique, etc. Et au-delà du fait qu'on n'a plus ces technologies, on n'a plus le rêve qui va avec, tu vois, l'ambition, L'état d'esprit, la culture. l'état d'esprit, la culture, etc. Mais on va en parler tout à l'heure, mais tu vois, pour faire le lien à ce qu'on disait sur les entrepreneurs, sur la psychologie, sur la surconfiance, sur l'illusion, c'est ça qui est bien, c'est que quand même, dans la façon dont on réfléchit à ces sujets-là, en fait, on fait des raccourcis mentaux en se disant, tiens, qu'est-ce que je connais qui ressemble ou pas? Et maintenant, t'as quand même Tesla, parce que tout le monde t'aurait dit, t'auras une voiture pas top, t'auras jamais la meilleure voiture du monde ou tu vois bon, t'auras pas une voiture aussi performante que Tesla. Donc du coup, je pense, alors moi c'est sûr que j'ai un gros biais cognitif là-dessus, mais je me dis, bah j'y connais rien, mais en tout cas, s'il y arrivait dans les voitures à montrer qu'une voiture électrique peut être plus performante, sans doute que dans les avions c'est possible aussi, sans rien connaître. Hein. Mais en tout cas, ça change tes raccourcis, ce qu'on appelle heuristique, quoi, tes raccoursis de mentaux. Complètement. Aram, ton tour. As-tu une Yes, bonne alors news moi, j'ai, à partager je veux pas donner trop de backstage, quoi, comme on dit, mais on n'est jamais prévenu. Et donc, je vais faire le lien avec le sujet peut-être d'après. C'est que je trouve que la bonne nouvelle de la semaine, c'est quand même que l'élection américaine n'a pas été trop serrée. Parce que moi, quand j'y étais, donc j'y ai passé, tu disais, autour de Halloween, et j'ai pas fait exprès, hein, je suis revenu le 5 dans la nuit, donc j'étais au moment des élections, j'y étais, et au moment où je suis parti, tout le monde savait que Trump avait gagné. Mais on parlait quand même de guerre civile, c'est-à-dire que les gens sur place, et puis moi j'étais à Boston et New York, et c'est quand même extrêmement démocrate, et tout le monde parlait de guerre civile, c'est-à-dire qu'ils disaient si jamais l'élection est trop proche, tout le monde va accuser l'autre de tricher, et donc on va aller dans la rue et ça va être January 6, mais enfin le 6 janvier puissance 10, mais des deux côtés. Donc je suis très content parce qu'il faut voir le verre à moitié plein que l'élection américaine, d'un côté ou de l'autre, en tout cas, n'ait pas été serrée. Ça t'a permis de rentrer en vie, notamment. Exactement. Et, non, mais t'as pas tort. C'est vrai que on a évité toute la cacophonie qu'il y a eu en 2020, l'espèce d'incertitude pendant des jours et des jours. Enfin, ça a été un chaos. Là, au moins, ça a vite été. Je vais dire même un autre truc parce que je suis un peu plus vieux que vous. Donc moi, en 2000, j'étais étudiant et on a eu le problème avec Bush et Gore. Et les gens en parlent plus d'ailleurs. J'ai regardé du coup pour voir si c'était la même chose. C'était un peu différent. Donc je me souviens, j'étais au Japon à l'époque et pendant des semaines, j'avais des copains américains et pendant des semaines, ça a duré des semaines. Il y avait un recompte en Floride. Je sais pas si vous avez suivi ce truc-là parce qu'en 2000, vous étiez tous un peu jeunes. Et donc c'est n'importe quoi. Tout le monde se disait mais comment c'est possible qu'on sache pas. Et je crois que je sais plus le chiffre, mais je crois qu'à la fin, ça s'est joué à 500 votes. Enfin, je sais plus à combien. Et surtout que Bush frère, le frère de Bush, était le gouverneur de Floride ou un truc comme ça, était en poste là-bas. Donc c'est déjà arrivé dans les élections américaines, mais pas au niveau de 2020, parce que 2020, il attaquait dans tous les États. C'était pas juste un État. Ah ouais, moi j'avais même pas capté qu'il y avait un truc comme ça en jeu, qu'un score trop serré aurait pu avoir des conséquences assez dramatiques. J'étais un peu sur. Des deux côtés, tu veux, la rhétorique, c'était de préparer en disant, parce que là, t'hallucines quand même. Tu hallucines quand tu apprends un tout petit peu comment ça marche. Alors, je veux pas défleurer le sujet d'après, mais on peut peut-être en parler après. Non, mais je pense que tu peux expliquer. C'est une transition. On transite vers le sujet d'après, de toute manière. Parce que pour arriver au Government of Efficiency, pour arriver à tout ça, il faut nécessairement expliquer un petit peu les élections, comment ça s'est passé, Ouais. qu'est-ce que Musk fait dans la soupe, etc. Enfin, pourquoi il est là et tout. Donc, vas-y, transitionne. Donc, moi, je suis pas un spécialiste, hein, je suis pas politologue, mais ça m'a intéressé parce que au moment des élections en France, il y a un VC que je suis beaucoup, qui s'appelle David Sachs, qui en gros est un des premiers qui a pris parti. C'est un copain d'Elon Musk, qui était à PayPal. Il est podcasteur comme vous dans un truc qui s'appelle All In Podcast que je suivais depuis longtemps pour l'aspect tech et ils l'ont très politisé depuis quelques années. Et il s'est un peu foutu de la gueule des Français de nos élections quand on les a eues là en juin. Au début, on va parler de biais de confirmation. Donc au début, ça m'a bien énervé. Puis après, je me suis dit, mais en fait
fait, il a peut-être raison, parce qu'il disait, il y avait un tableau qui disait, mais comment est-ce que le parti, donc qui était le Front National, parce que moi je l'appelle le Front National, au cas précis, qui arrive en premier, comment est-ce qu'il peut pas être représenté au gouvernement? Il n'a pas le gouvernement. Bon, et donc il expliquait que en France, c'est compliqué avec la part proportionnelle, machin. Et puis, du coup, je me suis dit, il a pas tort, mais ceci étant, comment ça marche chez eux? Et ces jeux, pour les gens qui savent pas, ils ne votent pas comme nous pour le président. Ils votent pour des députés, pour des députés, on va dire. Et d'ailleurs, ils ont voté aussi pour des sénateurs, c'était en même temps. Et en fait, c'est des gens choisis en amont, ce qu'on appelle des grands électeurs, qui, en fonction du vote de leur État, et il y a 3, 4, 5, 10 grands électeurs par État, Californie et New York, je crois, étant les plus gros, qui, eux, choisissent le président. Et donc, ça veut dire que normalement, le vote populaire doit transiter vers le président, mais c'est déjà arrivé, et c'est arrivé avec Hillary, je crois que Hillary avait plus de votes populaires que Trump en 2016, et c'est quand même Trump qui a gagné, parce que la Californie est un État peuplé, et a mais a moins de grands électeurs que d'autres, oui. Alors, justement, moi je trouvais ça totalement incompréhensible, et donc je me suis renseigné sur le sujet, et je pense que c'est important d'expliquer pourquoi il existe ces grands électeurs, et pourquoi ils ont ce vote qu'on appelle un vote représentatif. C'est pour favoriser, c'est pour donner plus de poids aux petits États. Parce qu'en gros, tu as des grands électeurs en fonction de ta population, tu as une proportion, et en plus de ça, tu as un nombre fixe de grands électeurs par État. Ce qui fait qu'un petit État, je vais dire une énorme bêtise sans doute, je sais pas, l'Illinois, peut-être que c'est petit, a proportionnellement plus de grands électeurs que la Californie qui est un énorme État. Et c'est pour permettre de donner des voix donner du poids aux petits États. Et il n'est pas possible. Non, vas-y, sans être spécialiste, il n'y a pas plus de voix. Par contre, il y a plus de voix par personne, et tu peux prendre. Exactement, il a plus de voix par personne. Le Wyoming, le Wisconsin, tous les États où ils sont extrêmement peu peuplés. Et t'as raison. Si on le faisait, d'ailleurs, l'Europe a fait ça aussi. On a un État, une voix. Bon, si on le faisait au nombre de personnes, c'est sûr que ce serait toujours démocrate. Il n'y aurait jamais de républicain qui gagnerait, je pense. Et il faut savoir aussi que les grands électeurs, peu importe leur obédience, pour qui ils voteraient, sont obligés, tenus par la loi dans la vaste majorité des États, de suivre le vote populaire de leur État. Donc, alors, à vérifier, parce que j'avais vérifié, moi c'est que du ChatGPT, et j'ai demandé, effectivement, historiquement, c'est arrivé qu'ils ne le fassent pas, qu'ils ne suivent pas mais la majorité. Ça n'a pas eu d'impact. Non, oui, mais j'ai vérifié aussi, ça avait l'air très anecdotique. Mais si on veut, est-ce qu'on peut faire une parenthèse justement sur les votes, parce que ils peuvent se foutre de notre gueule quand même autant qu'ils veulent, mais dans beaucoup d'États, tu peux aller voter sans carte d'identité ou avec des papiers qui disent que tu t'appelles un tel, mais il y a même pas de photo, il y a rien. Oui. Et ça c'est la grande peur d'Elon Musk. Parce que il se trouve, et j'ai vérifié, en effet c'est le cas, c'est que la quasi-totalité des États où on peut faire ça sont des États à majorité démocrate. Et c'est c'est un des grands arguments, je pense, de la campagne portée par Elon Musk, qui est de dire si on gagne pas cette élection, il y aura plus de bipartisme, parce que en fait tous les États démocrates font venir voter n'importe qui, ils les amènent par avion, etc. J'ai pas du tout vérifié, c'est ce qu'il dit. Mais il y a quand même un système un peu archaïque, j'ai l'impression. Oui, ce qu'il disait, d'ailleurs, il a été décrié pour ça. Alors j'ai regardé hier, parce que pour me préparer pour aujourd'hui, j'ai commencé à regarder quand même beaucoup plus de trucs anti-Musk, parce que je regarde quelques sources anti-Musk, mais quand même globalement. Et qui disait que, je crois que c'était un truc du Monde qui est super bien fait, où il disait que dans 7% de ses tweets, donc 36 tweets, je crois, il disait que en fait, il va plus loin que ça. Il dit que la raison pour laquelle les démocrates font venir des immigrés clandestins ou non, d'ailleurs surtout clandestins, c'est qu'ensuite ils vont les légaliser, et que par reconnaissance du ventre, ils auront plutôt tendance à voter démocrate. C'est ce qu'il dit. Je sais pas si c'est vrai. Je suis pas sûr qu'il le fasse, etc. Mais effectivement, c'est ça. Et pour revenir à ce que je disais, Benjamin, tu avais la tenue de dire c'est la guerre civile. En fait, ce qui était très étonnant dans cette campagne, c'est que les deux partis, avec des arguments différents, disaient que ce serait la dernière élection si l'autre parti gagnait. Les deux disaient ça. Ouais, j'allais dire exactement la même chose que toi. J'allais mentionner ça, effectivement, c'est fou, parce que tu as raison. D'un côté, Musk et Trump, effectivement, racontaient que ça allait être la dernière élection potentiellement, si on laissait les démocrates importer encore plus de migrants, et donc encore plus de gens qui allaient voter démocrates.
Et versus les démocrates qui, eux, disaient que si Trump passait, ce serait la fin de la démocratie classique. oui. Etc. Donc les deux, en fait, avaient rendu ces élections. Mais pas pour les mêmes existentielles. raisons, du coup. Non, pas les mêmes raisons. Chacun, Que c'était un autocrate, qu'il voulait être Poutine, Xi et tout ça en puissance. Alors, les arguments d'un côté et de l'autre, je trouvais pas forcément. Oui, ils sont discutables. Hein, des deux détaillés, côtés. mais effectivement, les deux partis disaient ça. Et donc, pour finir sur le sujet, vu comment sont les votes, alors t'as aussi, on n'a pas parlé des votes avec des machines, ils votent aussi à correspondance. Moi, j'ai des amis qui avaient voté 2 semaines avant. C'est pas comme nous, c'est un jour, etc. Et je crois que cette année, ça a été un record. Justement, ils ont poussé les républicains à voter avant, parce que normalement, les républicains votent le jour même. Alors, s'il fait pas beau, s'il fait trop beau, etc., ils viennent pas. Et donc, la rhétorique, pourquoi je reviens sur le sujet de guerre civile, la rhétorique des deux côtés était quand même de se préparer à dire les autres, ils vont tricher. Et donc, du coup, si jamais c'est trop proche, il y aurait des protestations dans la rue. Je dis pas qu'il y a une guerre civile, mais c'est ce que certains disaient en poussant des extrêmes. Ouais, ce climat m'a fatigué, hein, je vais pas vous mentir. Les arguments fallacieux d'un côté comme de l'autre, les grandes déclarations de folie et tout, c'est fatigant. J'en ai marre que les choses se passent dans la démesure pareil et dans le Ah ouais, mais moi, le fight pareil. Mec, j'en peux plus. Ah Je te ouais, jure, moi, j'aimerais tellement qu'on retourne à une j'avoue, époque où les partis se respectent, se parlent gentiment les uns les autres et que c'est cool, tu vois. On retrouve un peu de décence et de beauté dans le discours politique, tu vois. Mais moi, j'ai trouvé ça C'est devenu spectaculaire. chaud. Ouais. Et c'était un show. En plus, C'est un show, t'as raison, c'est un show. Un attentat raté, il y a des photos de fous, il y a, tu vois, si tu veux, le truc, il y a Non, mais du c'est lore, mémorable. quoi. C'est mémorable et c'est entertaining, mais c'est fondamentalement. C'est indécent. Ouais, ça va pas trop dans le fond des choses et tout, quoi. C'est pas. Non, mais je vais te dire deux trucs qui m'ont choqué sur place. C'est-à-dire que j'étais à l'hôtel à certains moments, et là, tu mets la télé, et ce qui est fou, c'est 95% des messages, c'est des trucs qu'on n'a pas en France. C'est pas un message pour ce que je défends. C'est un message contre le candidat en face. Qui dit, et c'est pas que les présidents, hein. Comme je vous disais, je crois que je sais plus quelle proportion de la House a été renouvelée, et puis tout le Sénat. Et c'est vraiment machin a voté pour ça. Si vous sur l'avortement, il y avait beaucoup de choses. Si il était au pouvoir, j'aurais pas pu avorter, je serais déjà morte parce que j'allais mourir. C'est 95% des messages. Donc ça, c'est des choses qu'on n'a pas. En revanche, en positif, je trouve que moi, c'est la campagne en France qui m'a épuisé parce que j'avais coupé de regarder les news depuis le Covid. Et je m'y suis remis parce qu'il fallait bien que je lise les programmes pour voter. Et du coup, un truc qu'on a eu très peu en France, peut-être juste avec Macron chez comment il s'appelle, Stéphanie, mais là-bas, il y a énormément de podcasts. Moi, j'ai écouté plein de podcasts. Alors, Kamala, elle a fait un peu moins que Trump, mais j'ai écouté beaucoup de podcasts où justement, t'as pas cette rhétorique. Enfin, t'as pas cette rhétorique. Tu parles quand même beaucoup de toi. Trump beaucoup parce que c'est lui qui l'a beaucoup fait. Il parlait de lui, il avait une discussion. Et ça, j'ai trouvé que les podcasts étaient beaucoup plus calmes pour le coup, beaucoup plus raisonnés. Alors bien sûr, il poussait ses points, il répondait pas toujours aux questions. Bon, voilà. Mais c'est pas ce que tu as à la télé quand tu regardes MSNBC, etc. C'est le de chiffonnier là. Ouais. C'est le grand tournant de ces élections, non, pour moi, c'est que j'ai l'impression que c'est des élections qui se sont faites en dehors des médias traditionnels. J'ai l'impression que c'est des élections qui se sont jouées sur les réseaux sociaux et les podcasts. Mais vraiment, vraiment pour la première fois à ce point-là, je dirais. Quoi. Obama, c'était déjà les réseaux sociaux et ça l'avait aidé. Et là, sur les podcasts, qui disent, je sais pas si c'est vrai, mais c'est que un des facteurs, parce que depuis une semaine, tout le monde est en train de dire, voilà pourquoi les démocrates ont perdu. Bon, un des gros facteurs, c'est quand même qu'apparemment les jeunes sont allés voter, et il paraît que les jeunes hommes surtout. À droite. Et il paraît que voilà, les jeunes hommes, c'est eux qui écoutent les podcasts, et donc c'est ce qu'ils disaient, c'est que ça a justement influencé de ce point de vue-là. Mais est-ce que Kamala a pas fait une erreur historique, tu vois je sais qu'elle a été proposée par Joe Rogan, donc le podcast numéro 1 américain, qui est libéral centre droit, on peut dire quelque chose comme ça. Et enfin libéral, alors ouais, les Américains pour eux libéral c'est de gauche. Mais ce que je veux dire par libéral, c'est que c'est un classico-libéral, on pourrait dire. Et donc Joe Rogan, Trump y est allé, Musk y est allé. Kamala n'y est pas allée dans la dernière semaine alors qu'elle était invitée. Elle a préféré passer chez SNL par exemple, c'est le Saturday Night Live. Et je trouve que ça montre bien un petit peu la déconnexion qu'ont les démocrates, c'est que comme ils ont un peu tout le système mainstream médiatique un peu dans la poche, j'ai l'impression qu'ils évitent de passer par les podcasts, par les choses un petit peu en direct. Ils disent, nous de toute façon on a les gros médias, on a le New York Times, on a ça, on a le Saturday Night Live, on a tout ce qu'il faut derrière, on a tous les acteurs, on a tous les chanteurs, on a toute la culture derrière nous. Pourquoi aller dans ce podcast? Et finalement, en faisant ça, ils se rendent pas compte, j'ai l'impression qu'ils font partie d'une sorte d'élite. Et que les gens, en fait, ils ont kiffé voir Trump chez McDo servir des frites, quoi.
Non, Ouais, c'est d'ailleurs, dur. McDo, qui d'ailleurs était un des sujets de campagne parce que ça représentait bien l'inflation. Non, ce qu'a dit Rogan, c'est ils lui ont proposé d'aller chez elle et pas lui et elle venir à Austin. Et deuxièmement, qu'elle voulait faire 1 heure et pas 3 heures. Et il a été C'est ça. ouvert là-dessus, il a refusé. Et c'est ce qu'on dit dans son camp. Moi, j'ai passé la semaine à regarder ce que les démocrates disaient parce que moi, je disais tout à l'heure, le biais de confirmation m'intéresse beaucoup. Bien Et sûr. donc, quand même, je veux pas mettre de pourcentage, mais la grosse majorité de choses que je vois, c'est en face, c'est des racistes, c'est des cons, et comment je fais pour vivre ici. Mais il y a quand même des démocrates ce qu'on disait en 2016, et moi je le croyais volontiers, parce que je suivais pas ça plus près que ça en 2016. Et par contre, il y a quelques démocrates qui relayent ton message, qui disent mais c'est une erreur, et qui disaient on n'avait pas une bonne candidate parce qu'elle était pas à l'aise. Bon, après elle a pas eu le temps de se préparer, etc. Mais c'est pas son truc. Elle peut pas parler off the cuff, donc elle peut pas improviser ou parler C'est sans un gros notes. problème. Que C'est un Trump, gros problème. mais tu vois, ça dit un truc aussi, ça dit que dans ce qui va venir, avant il fallait peut-être avoir certaines qualités. Maintenant, une des qualités, ça va être de pouvoir parler pendant 3 heures, parce que c'est sûr que la prochaine élection, ils vont y passer tous, de pouvoir parler pendant 3 heures à des questions difficiles et d'avoir l'air présidentiel. Mais pour ça, Pardon, Trump, il a un énorme avantage, c'est qu'il a une expérience entrepreneuriale, il a une vie en dehors de la technocratie, ce que je pense pas que Kamala ait, et pas pour broder, mais pour avoir des histoires à raconter, c'est quand même, et des points de vue sur les choses, c'est quand même un Et peu dans le plus show facile, business, quoi. parce que on a Et en oublié, plus. mais voilà, c'est une des figures de show business les plus vues au monde via The Apprentice. Enfin, aux États-Unis en tout cas. Et est-ce que... Ah, j'avais un point, je viens de le perdre. Est-ce que, par exemple, Kamala aussi, finalement, elle n'a pas été élue ou plébiscitée par le peuple, elle a été placée là par le camp de Biden. À la base, elle n'a pas gagné de primaire démocrate. Les démocrates ont un peu squeezé tout ça. Et d'ailleurs, même elle est arrivée parce que Biden, après nous avoir dit pendant des années que Biden était en parfaite santé, qu'il avait aucun problème de sénilité, soudainement, il y a le débat Biden versus Trump. Tout le monde se rend compte que Biden galère à parler, qu'il n'est pas parfaitement cohérent. Et d'un coup, les démocrates nous disent « Ouh là là, ok, on se réveille, finalement, c'est vrai qu'il a des problèmes, ok, on fout Kamala, boum. » Il y a eu un petit peu ce côté-là, il y a un peu ce côté orwellien, des fois, je trouve, chez les démocrates, ils s'en rendent pas compte. C'est un truc que j'essaie beaucoup de dire sur Twitter. J'aimerais dire à la gauche, je pense que la gauche, elle peut gagner facilement si elle arrêtait ces petits jeux avec la réalité qu'elle fait assez souvent, je trouve. C'est-à-dire que je trouve que ils sont prêts à se voler la face du moment que c'est pour leur camp. Il y a un petit peu un côté comme ça assez étrange chez les démocrates. Et il y avait ça, Biden, pendant longtemps, ils nous ont dit que tout allait bien. Et en fait, c'était évident que s'il n'était pas vraiment à la tête de tout, quoi. Enfin, pour moi, je sais pas, j'ai pas l'impression que Biden était parfaitement dans ses bottes. Et d'ailleurs, quand tu regardes, il y a donc un autre des hôtes du podcast All In, Ouais. Jason Calacanis, qui est Ouais. c'est un podcast intéressant parce que bon, d'abord, il est très intéressant pour les gens qui suivent la tech, mais aussi l'investissement en dehors et tout. Bon, moi, je suis ça depuis longtemps, mais même sur la politique, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a donc David Sachs qui est pro-Trump, il est quand même fait un discours au RNC, Ouais. à la soirée républicaine, etc. Chamath Palihapitiya qui était chez Facebook, qui a été décrié parce que bon, pour d'autres choses, investissements en bourse, mais qui est lui pro-Trump plus modéré. Et puis ensuite, il y a David Friedberg qui est assez indépendant, et puis Jason Calacanis qui est plutôt, il dit qu'il est indépendant, mais quand même pro-démocrate, mais pas pro-Kamala Harris. Et lui, il disait, alors c'est lui qui avait appelé un des premiers, qui disait qu'ils allaient remplacer Biden parce que c'est pas possible, etc. Et ouais, lui, il disait ça, c'est que ce qu'on voyait là, c'est que beaucoup de gens pensent que c'est la faute de Biden parce qu'il s'est pas retiré plus tôt. D'autres disent, mais en fait, quand il s'est retiré 20 minutes après, il a déclaré que Kamala serait la suivante, et du coup, il n'y a pas eu de primaire, Ouais. etc. Donc, et bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui disent, je pense pas que ce soit vrai. Je pense que le biais de confirmation, il est vrai des deux côtés. Après, ça dépend de où on regarde ses sources. Mais effectivement, peut-être les démocrates, ils ont tendance à cacher plus des choses, je sais pas. Alors, est-ce qu'on ne devrait pas aborder justement le sujet de pourquoi Musk, qui à la base est un démocrate toute sa vie, pourquoi soudainement s'y met à rejoindre Trump, tu vois? Il n'y a Je pas pense que qu'il lui faut d'ailleurs. aborder ça. Là, Que t'as une Bah, liste- Rogan était démocrate, hein. Il y a Complètement, beaucoup de complètement. Une énorme partie, en fait, Ouais. les rares swing voters, c'est-à-dire les gens qui sont pas complètement acquis à un parti. Les gens qui votent parfois à gauche ou à droite selon les élections. C'est vraiment eux qui font finalement les élections. C'est ceux qui sont pas complètement dogmatiques et qui parfois votent selon certaines valeurs, qui voient à gauche ou à droite. Pourquoi énormément de gens qui sont plus modérés, cette fois, ont décidé de voter Trump? Et comme Trump, comme Musk, comme énormément, d'ailleurs, enfin, on voit bien, il y a une lame de fond, globalement, il y a une sorte de virage vers la droite dans la société, je trouve, qui est fascinant ces derniers temps.
Et je sais pas. Alors pour moi, à mon avis, un des trucs qui fait que Musk s'est radicalisé un petit peu là-dessus, enfin pas radicalisé, mais je veux dire qu'il est parti à droite en tout cas, qui s'est engagé dans la politique tout du moins, parce qu'avant ça l'intéressait pas forcément. J'ai l'impression qu'il y a deux trucs. D'une, il y a Biden avait fait un summit sur les véhicules électriques en 2021 et il a boudé, il a littéralement ignoré Tesla comme si ça n'existait pas. Donc il a invité General Chrysler, Motors. il a invité General Motors, il a invité Ford. tous les acteurs sauf Tesla comme si Tesla Je crois n'existait que pas. c'est la CEO de Ford qui a été félicitée, primée pour ses véhicules électriques mais Lunaire. qui marchent pas. Ouais. Mais il a été très vexé. Mais je pense que c'est aussi parce que Trump, il les a fait un peu chier en disant vos vieux syndicats à l'ancienne, il y a un gros syndicat très puissant aux US et qui n'a pas que Trump n'a pas du tout voulu intégrer dans ses usines. Il a dit pour moi c'est le vieux monde, Musk, merde. J'ai dit quoi? Musk, non? Trump. Musk, ouais. Ouais, c'est ça. C'est parce que je crois que c'est le Union, je sais pas quoi, auto de Détroit. Et t'as raison. Je crois que Biden, il les a invités eux, parce qu'ils pouvaient pas inviter Tesla, Musk est anti-syndicat, c'est clairement. Donc c'est pour ça qu'il l'a pas fait, effectivement. Une pense. seconde, je vais fermer la fenêtre parce que je vois qu'il y a des voitures qui passent et tout, j'ai oublié ça. Moi, j'entends rien, hein, ça me dérange pas. Si, mais il y a un petit peu de Fast and Furious. Une seconde. Un petit peu ça s'entend, hein, et ça fait des. Furious. Ouais. Si vous avez des casques. Désolé, on coupera ça. Merci Je vais Tim en tout cas rebondir. d'avoir recentré le. Alors, vas-y, Benjamin, tu relances le truc et après je rebondis. Mais justement, je voulais juste dire merci Tim d'avoir recentré un petit peu le podcast sur justement l'arrivée de Trump dans ce bazar, parce que on veut lentement mais sûrement se diriger vers le Government of Efficiency, le Doge et compagnie, et du coup il faut nécessairement qu'on arrive à Trump et qu'on se dise mais qu'est-ce qu'il fout là? À Musk, ouais. À Musk. Mais On les qu'est-ce qu'on a à comprend tous se tromper avec Trump et Musk là aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous arrive? Ben, C'est l'enfer. Hein. ben, c'est pas évident, j'avoue. Trump, C'est terrifiant. Trump. Bon, il y a Musk qui débarque là comme ça. Qu'est-ce qu'il fout autour de Trump? Pourquoi Musk est là? Comme tu dis, Tim, il y a un revirement de gens qui étaient swingman, genre qui peuvent aller à gauche comme à droite, etc. Et là, boum, on se retrouve avec Musk qui débarque, Rogan qui débarque. C'est bon, je me suis pas trompé. Et plein d'autres qui débarquent. On a vu Moi, je pense pour Musk que c'était éventuellement à cause de ce truc de salon électrique et il s'est fait bouder par Non, mais le gouvernement Biden. C'est pas que ça. Enfin, disons que c'est un élément qui, pour moi, cristallise bien le problème. C'est-à-dire que les démocrates, avant Musk, c'était un héros des démocrates. C'était à la Silicon Valley, c'était le mec qui vendait les premières voitures électriques à tous les démocrates un peu friqués à la Silicon Valley. Il était adoré, c'était le chouchou, c'était le héros de l'environnement, etc. Et puis, au fur et à mesure, je pense que tout simplement, il rentrait pas dans les cases. Musk, ça reste un disrupteur, un emmerdeur. Et par exemple, je sais pas, je me souviens pendant le Covid, je me souviens qu'il y avait tout un délire sur les usines Tesla qui devaient fermer. Il y avait des ordres pour fermer les usines Tesla de force, plutôt que les garder ouvertes pour des raisons de sécurité qui n'étaient pas forcément valides, etc. Donc il y a eu tout un énorme conflit en fait. C'est comme si les démocrates cherchaient à ralentir Musk ou à le faire chier tout le temps, que ce soit pour lancer des roquettes, que ce soit pour ses usines, que ce soit pour tout ça. Et je pense que Musk se rend compte qu'il va pas pouvoir continuer à faire son business avec les démocrates à l'heure actuelle. Mais Je crois qu'ils ont ressorti un tweet dans la lignée de ce que tu dis récemment où une des personnes influentes en Californie, dans la politique californienne, lui disait vas-y, tu Fuck peux off. dégager. Voilà, c'est ça. Ah, il lui a dit Tu peux fuck off. dégager quand il est parti. Et il a dit c'est noté et il s'est barré au Texas. au Texas. Mais tu vois, alors juste j'ai un point de vue là-dessus, c'est qu'il est bien content qu'il y ait eu ce tweet et il est bien content d'avoir dit c'est noté parce que je pense que c'est aussi une stratégie financière que de se déplacer dans des environnements financiers un peu plus propices avec des législations un peu plus propices à lui et à ses intérêts financiers. Quand je dis ses intérêts financiers, je pense pas que Elon Musk soit quelqu'un d'extrêmement attiré par l'argent en soi. Ouais. Mais il est attiré par l'argent pour ses entreprises et pour tout ça. Mais quand même, il s'est passé un truc un peu de fou. Aram, tu pourras, je pense, l'expliquer mieux que moi, mais ils ont quand même essayé de lui prendre son bonus sur SpaceX par la voie Tesla, ouais. Tesla. via le tribunal. Et ça, je pense que il l'a assez mal pris. Et à la fin, il a quand même réussi à avoir son bonus en faisant revoter tous les actionnaires, etc. Je me souviens. Donc il y a, tu vois, il y a une guerre qui lui a été faite, qui est une guerre, je pense, plus économique qu'idéologique aussi. Je sais pas.
Alors, j'ai juste un truc là-dessus avant de rebondir après, plus tard, tout à l'heure sur le reste, mais juste là-dessus, il y a un truc qui m'énerve chez Rogan, que j'écoute par ailleurs depuis des années avant, pareil, depuis très longtemps avant que ce soit aussi connu que ça, c'est they, tu vois, c'est they, c'est toujours la faute de quelqu'un, on sait pas qui, donc tu dis il. Mais alors, moi, ce que j'en ai compris du problème du bonus, c'est que c'est quelques minoritaires, dont d'ailleurs des fonds de pension, les fameux importants, qui ont contesté le bonus de 80 milliards qui avait été donné si jamais il faisait x10 en market cap, ce que personne croyait à l'époque. Donc c'est quand même pas politique. Après c'est un juge effectivement au Delaware parce que c'est comme un juge du tribunal de commerce, j'imagine là-bas, qui a voté pour, qui a décidé de l'annuler. Ils ont fait le vote. Aux dernières nouvelles, alors t'as peut-être mieux suivi que moi, j'ai regardé il y a quelques semaines. Aux dernières nouvelles, c'est pas parce qu'il a refait le vote qu'il aura son bonus. Mais effectivement, il a bougé sa boîte au Texas. Et je pense, pour rebondir sur ce que tu disais, il s'en cache pas, effectivement. Et il a dit, bon, bah, si au Delaware on peut pas avoir ce qu'on veut, bah, on bougera au Texas. Mais c'est assez intéressant de voir que, je me souviens de 2 trucs, tu vois, côté démocrate. Il y avait ce moment où Obama parlait à Trump, il disait jamais tu seras président. Voilà, contrairement à moi, toi jamais tu seras président. Trump finalement sera 2 fois président comme Obama. En plus avec un mandat entre les deux où il n'était pas, et je crois c'est extrêmement rare aux États-Unis. C'est le premier depuis 120 ans effectivement. Voilà. Où effectivement il arrive à revenir malgré le fait qu'il a pas encore été... plus historique. Bon, Obama c'était quand même le premier président noir, donc ça reste historique. Mais ouais. Donc ouais, il y avait ce côté un peu dédaigneux d'Obama vis-à-vis de Trump qui disait ouais, toi jamais tu seras président, voilà, moi au moins j'irai dans l'histoire en tant que président. Je trouvais ça assez intéressant de voir en fait que un entrepreneur, tu vois, quand un entrepreneur entend ça, c'est presque comme un pari, tu vois. Quand Musk, on lui dit tu peux pas le faire, il va se dire ah bon je peux pas le faire, ah ok. Et il va le faire en fait. Et j'ai l'impression que Trump a presque eu le même truc à l'époque, c'est-à-dire que ça l'a piqué. J'ai l'impression que c'est presque des gens qui se sont lancés dans des revanches en fait, dans des choses assez fascinantes. Alors je tiens plus sur ma chaise là, il faut que je dise des trucs. Ouais, vas-y. Tu touches au sujet de ma thèse. Justement. Alors d'abord, premièrement, parce que moi j'aime bien citer les sources pour que les gens aillent plus loin. C'est ce que tu dis, c'est exactement la thèse qu'a sorti cet excellent podcast que je vous recommande, qui s'appelle Elon Inc., qui est 2 tiers anti-Musk, 1 tiers pro-Musk, mais en tout cas qui est très intéressant parce que tu entends des choses. Donc Elon Inc., c'est Bloomberg qui fait ça. Toutes les semaines, c'est un podcast sur Elon Musk. Donc tu apprends beaucoup de choses autour de tous ces business et notamment ce que tu disais sur le salaire, etc. Donc c'est intéressant parce que c'est un truc que tu verras pas sur Twitter généralement. Donc et il y a un offshoot de ce podcast qui a démarré qui s'appelle Citizen Elon, comme Citizen Kane, et on va parler tout à l'heure de Citizen Kane, Hearst, etc., qui a exactement cette thèse, et donc j'ai tweeté là-dessus il y a quelques temps, où ils disent, mais en fait, il y a un parallèle entre le Ivy Summit de Biden et le roast, donc la moquerie en 2010 d'Obama au White House Conference Dinner, qui d'ailleurs sont des moments très sympas, etc. Moi, je vais te dire un truc. Effectivement, le ressort, c'est ce qu'on appelle en français le ressentiment, qui est assez mal traduit parce qu'en anglais, il y a 2 notions. Il y a une notion qui est resentment, qui est à court terme, on m'a fait du mal, je suis pas content. Et puis, excusez-moi, je vais vous citer Nietzsche parce que ça fait partie quand même du truc. Avec plaisir. Que j'ai pas lu par ailleurs, hein, j'ai lu juste cette partie-là, où Nietzsche, lui, il a utilisé le terme de ressentiment, mais il l'a utilisé en allemand, français dans le texte, comme on dit, et que les Anglais ont repris, et qui lui a une notion de revanche. Et moi, une des variables de ma thèse, dans mon modèle, c'est le ressentiment. C'est dire que, en fait, il y a, comme tu disais, il y a énormément d'entrepreneurs qui utilisent ça comme moteur. Un des plus connus, si vous le connaissez, c'est Marion Kaufmann, qui est un type qui a fondé une boîte qui valait 10 milliards, une grande pharma qui a été cédée dans les années 80, qui aujourd'hui a le nom de la Kaufmann Foundation. C'est le gros think tank américain sur l'entrepreneuriat, etc. Donc c'est un type qui s'était fait dégager de sa boîte et a fondé sa boîte en disant, tu vas voir, je vais y arriver. Ah oui, et c'est là où je veux rebondir sur qui va être mon associé, c'est que souvent, je vois tout de suite quand ils se prennent des baffes, là, nos amis entrepreneurs qui passent devant le jury d'investisseurs qui se prennent des baffes, vous voyez pas, mais quand ils sortent, ils me disent, ah, ils ont pas voulu investir, ils vont voir ce qu'ils vont voir. Et effectivement, pour beaucoup d'entre eux, c'est un moteur pour aller plus loin. Alors, puisqu'on a des entrepreneurs ici, ça m'intéresse. Peut-être on peut faire un mini aparté avant de revenir sur Musk et Trump, parce que moi je pense qu'il y a autre chose et je vais vous le dire après. Mais est-ce que vous, les amis, ça vous est déjà arrivé de dire, ah oui, on n'a pas cru en moi, bah tu vas voir, je vais te montrer. Ah bah toute ma vie c'est ça, ouais. C'est-à-dire que j'ai une rage de faire un comeback. Tu sais, mon jeu a disparu de la circulation pendant des années. J'ai une rage de faire un comeback et de montrer au monde que putain, on a taffé quoi. On a fait un gros truc et que j'ai pas pris toutes ces années pour rien, tu vois. Et ça,
voilà, j'y travaille comme un fou jour et nuit, tu vois, c'est un truc qui m'anime, quoi. Les potes, ils me disent, ouais, boire une bière. Je fais, non, je suis en guerre, là. Je suis là tous les soirs jusqu'à 5h du mat, bam, bam, bam. Ouais, je bosse. Non, c'est... Bah donc pour toi c'est un gros moteur. Et Martin, est-ce que toi t'as une anecdote? Je pense pas que toi ta vie est autour de ça, parce que je t'ai eu sur un podcast et je me souviens que c'était quand même de trouver ta place, etc. Mais Ouais. est-ce que Moi, toi t'as une anecdote, un truc? Tu veux, moi j'ai pas, les gens m'ont jamais dit tu vas pas y arriver ou tu vas si, ils le pensent, mais j'ai jamais subi, tu vois. Par contre, le truc c'est que même si on te le dit pas, tu te le dis toi. En fait, donc tu te l'auto inculques forcément parce que t'es toujours partagé entre bon ben je crois en moi, je sais que je peux croire en moi, de toute façon je sens que je suis fait pour ça et depuis toujours. Mais par contre, en face de moi, il y a quand même cette réalité qui me met quand même des tartes de manière relativement régulière, tu vois. Mais je pense que de la même manière, si quelqu'un venait me voir, j'ai une anecdote, mais j'ai pas trop envie de la raconter, mais une fois, ouais, quelqu'un m'a dit terrain sans moi, tu vois, terrain sans ce qu'on t'a appris, terrain sans. Et j'ai dit, tu peux aller te faire enculer, tu verras, tu vois. Et donc c'est, je suis assez d'accord avec toi et je pense que c'est très inhérent aux entrepreneurs parce que sinon, t'as vite fait d'abandonner, surtout quand t'as de la concurrence et que les gens savent où appuyer et ils vont le faire, tu vois. Je dis pas que c'est bien, que c'est mal, mais c'est le jeu, tu vois. Ok, il y a cet aspect de ressentiment, il y a un autre aspect qui est la compétitivité. Et je sais pas si vous avez regardé pendant le Covid de Last Dance, là, le truc sur les Bulls, et qui montrait bien que Michael Jordan, il y a que ça qui l'a motivé. Donc pour moi, c'est l'archétype même du type compétitif et qui va utiliser, même inventer, qu'on lui a mal parlé pour aller se dépasser, pour écraser tout le monde. Mais il y a Exactement aussi un comme aspect je viens de faire. compétitivité. Voilà. Mais je sais pas si je suis considéré comme un entrepreneur. Sûr. Perso, moi, j'ai pas du tout ce truc. Clairement, il y a rien qui est basé sur le ressentiment dans toute ma carrière. J'ai détesté la prépa, ça m'a saoulé. J'ai trouvé que c'était vraiment un truc horrible qu'on m'a imposé dans la vie, mais c'est le seul truc. Et quand t'as lancé YouTube, personne n'a douté de toi, personne t'a dit ouais, pourquoi tu fais ça? Non, clairement pas. Non, j'étais content de faire mon truc. J'avais quitté le monde de la musique pour faire autre chose. Je fais YouTube. J'ai jamais. Force tranquille. Force tranquille. Juste, j'ai des objectifs dans la vie. J'ai envie d'atteindre un certain truc. Je veux une jolie maison avec un beau jardin pour pouvoir avoir une famille dedans et kiffer. Mais c'est globalement tout, quoi, en gros. Et c'est ça qui me fait avancer un petit peu tous les jours et qui me fait qui me fait me lever avec la niaque. Mais c'est clairement pas l'envie de prouver à quelqu'un ou qui m'a saoulé ou justement de leur montrer que je vais y réussir en fin de compte. Et question liée, parce que je connais pas les détails de ton entreprise, est-ce que tu as déjà ou tu as envie d'avoir plein d'employés, grossir, etc., ou tu es plutôt à l'aise d'être un peu seul avec tes freelances et de faire ton truc, ton bonhomme de chemin et surtout de pas être entre guillemets esclave de l'entreprise? Moi, je veux pas être esclave d'entreprise, c'est sûr, je veux être mon propre boss, c'est sûr. Et après, j'adore l'idée de travailler avec des gens et même de leur permettre de mettre un peu plus de bouffe dans leur frigo. C'est un truc qui m'apporte beaucoup de satisfaction. Ça me fait très très plaisir, ce truc-là. Mais je supporterais pas de les avoir à charge tout le temps en CDI ou des trucs comme ça. C'est une pression bien trop infernale d'être obligé de ça me ferait mal. Là, je peux m'arrêter quand je veux, c'est bien. Et voilà. Mais parce que je te pose la question parce que c'est un courant, un sous-courant dans ma thèse qui est que, enfin, j'ai écrit un article qui a été publié là-dessus, c'est que, en fait, toi et moi, on est plutôt ce qu'on appelle des solo self-employed. On est plutôt des lifestyle entrepreneurs, mais c'est pas une question de rythme, hein, c'est une question de quelle est l'envie derrière envie d'entreprendre. Et je pense que des gens comme nous, on en a rien à foutre. Ok, t'as qu'à pas y croire. D'abord, l'ambition est sans doute pas la même. Et puis, on fait notre bonhomme de chemin. Et puis, on parle de choses qu'on connaît. Et puis, peut-être qu'on est moins critiqué. De l'autre côté, t'as ce qu'on appelle les job makers et qui ont, eux, un profil extrêmement différent en psychologique. Et notamment autour de la santé mentale. Et donc, je pense que plus je vais à droite, moi je vous ai dans l'ordre Benjamin, Martin, Tim, plus je vais à droite et plus c'est Daeldin, tu vois, plus c'est plus Tim, t'es insane. Moi je suis l'extrême droite, littéralement. Voilà, mais tu vois ce que je veux dire, c'est marrant, c'est peut-être lié, je sais pas s'il y a une corrélation, j'ai pas fait le travail. Mais je vais te dire un truc qui peut t'intéresser peut-être, d'ailleurs, c'est que, en vrai, j'ai envie de prouver au monde des choses, mais en fait, je crois que j'ai surtout envie de me prouver à moi-même, en fait. J'ai envie moi-même de ma voix à l'intérieur qui doute. En vrai, c'est elle mon vrai ennemi, tu vois. J'ai envie de lui faire fermer sa gueule et de dire non, t'en es capable, tu peux le faire, montre-le. Comme moi. Et ouais. Mais tu penses qu'elle va fermer sa gueule, cette voix?
Ou tu penses qu'il y aura toujours le challenge Non. d'après? Je pense non, parce que je pense que, en fait, je vois bien que il y a 15 ans, je doutais d'un tas de trucs et je les ai faits. Avec le recul, je me rends compte que putain, en fait, j'étais précoce, mais à l'époque, je me rendais pas compte, tu vois. Donc là, je fais des trucs, j'ai l'impression que voilà. J'imagine que 15 ans en arrière, je regarderais et je me dirais putain, je me suis battu de ouf, quoi. Mais Et le Michael t'as Jordan raison. du jeu vidéo, parce qu'il y a toujours un truc qui le fait avancer, même quand il arrive. Mais l'insatisfaction, elle est bonne. C'est-à-dire Ouais, que c'est un moteur, tu vois. Si j'étais satisfait de moi-même, je ferais pas un quart du niveau que je suis all-in, tu vois. Ce serait très dur à Le faire. perfectionnisme aussi, il y a deux côtés dans le Ouais. perfectionnisme. Il y a le perfectionnisme qui fait que tu es en train de lancer 25 features et tu lances pas ton produit et finalement quand tu lances personne en veut. Et puis il y a ce qu'on appelle c'est maladaptif. Et puis il y a excellent seeking, c'est dans le mot. C'est Steve Jobs qui appelle c'est dans ma thèse là, le mec de Google un dimanche en disant disons le jaune là sur ton icône sur iPhone là, le jaune de ton icône Google, c'est pas le bon jaune. Merci de le corriger d'ici demain, je vais t'envoyer de l'aide. Ça c'est des gens qui au contraire ont un perfectionnisme qui leur permet d'aller plus loin, de se dépasser. Complètement. Et d'ailleurs, les gens font rarement la distinction, j'ai l'impression. Ils ont l'impression que le perfectionnisme Oui, de ils ont base, c'est l'impression. mal. Ouais, exactement. Ou bien, Que il y a les deux. Hein. Il y en a qui pensent que c'est très bien. Alors qu'en Ouais. fait, ça dépend. Il y a c'est un deux équilibre, formes. comme d'hab. Voilà, Ouais, ouais. exactement. Si vous me permettez de revenir sur Musk, donc je peux ou pas? Absolument. Musk, il a la rage. C'est quoi son profil Musk? Il veut Alors prouver. c'est intéressant. Je sais pas si t'as regardé. Bon, moi j'ai pas lu encore le bouquin de comment il s'appelle le mec qui a écrit un bouquin sur lui là qui fait toutes les biographies. Isaacson. Voilà, Isaacson, je l'ai pas encore lu. Par contre, j'ai regardé un truc incroyable d'un mec qui s'appelle Gary Cooper, qui est pas le Gary, c'est un des grands psychologues anglais et qui racontait quand même toute son enfance, etc. Donc, je veux pas faire sa psychologie. On sait tous que, comme beaucoup de gens, beaucoup d'entrepreneurs à succès d'ailleurs, mais je sais pas si c'est votre cas. Et c'est pas une condition suffisante ni nécessaire. Il a eu une enfance difficile et donc bon, c'est sans doute un moteur chez lui, etc. J'en sais rien. Non, mais ce que je veux dire sur Musk, c'est plutôt pour rebondir, c'est justement psychologie. C'est-à-dire que il y a, à mon avis, ce que tu disais sur Biden, il y a diverses choses, mais au final, c'est ça que je voulais dire dans mon tweet parce que je trouve qu'on apprécie assez mal ce que font les entrepreneurs. Il a juste fait ce que font énormément de gens riches depuis 100 ans aux États-Unis, même plus que ça, par d'autres moyens. Et donc je m'explique, je regardais, le premier étant Donald Trump. Mec riche qui va en politique, tout le monde l'oublie, mais enfin voilà, Donald Trump, c'est ce qu'il a fait. William Hearst, qui était le mec, on parlait de Citizen Elon, c'est Citizen Kane, c'est le mec qui était le mania de la presse au début du XXe siècle, fin 19e, début 20e, et qui s'est lancé même, qui a failli se présenter aux élections présidentielles, qui a été présenté comme député, etc. C'est que il y a des hommes de business qui essayent, de prendre le contrôle de la presse, en France on les a, Arnaud, etc., et deux, qui essaient d'aller eux-mêmes en politique. Et ça a toujours existé. Ross Perot, si vous vous souvenez, des années 90, etc. Et il a fait ni plus ni moins ça, mais par des moyens beaucoup plus modernes. C'est-à-dire que lui, il n'a pas acheté un journal, il n'a pas acheté Washington Post comme a fait Bezos, même si apparemment il le laisse tranquille. Il a racheté Twitter. Alors, il n'a pas racheté pour ça. Je pense pas qu'il avait un plan. Enfin, je sais rien. Je veux pas mettre à sa place. Il a racheté, je pense, un peu par pari, un peu sur le free speech. Et puis après, il voulait plus le racheter. Finalement, il l'a racheté quand même. Mais il a racheté Twitter, qui, à mon avis, est beaucoup plus puissant qu'un journal. Et deuxièmement, il s'est investi dans la campagne, mais pas comme les types qui disent on va voir comme ça. Je sais pas si vous avez suivi via America PAC, ce qu'ils ont fait en Pennsylvanie, etc. On peut en parler tout à l'heure. Mais il s'est investi comme un entrepreneur. C'est-à-dire qu'il a monté de zéro une start-up qui allait taper aux portes, convaincre les gens d'aller voter. Les Mormons et tout. Et puis il fait par exemple le prix d'1 million où il dit voilà pendant 10 jours, tous les jours il y a quelqu'un qui va gagner 1 million si il est enregistré pour voter et qu'il a signé la pétition. Il le fait parce qu'il disait mais en fait si je fais rien, les journaux vont pas en parler donc je suis obligé de faire un truc comme ça. Du coup, bien sûr que tout le reste a sûrement joué à la psychologie, etc. Mais finalement ce qu'il a fait, c'est ni plus ni moins ce que font des gens depuis 100 ans, mais il l'a fait avec les moyens de 2024. Ouais. D'ailleurs, intéressant, tu vois, la plupart des gens, j'ai énormément de gens ont l'impression que ces élections, c'est les milliardaires, tu sais, d'un côté, versus il y en avait les plus démocrates. côté démocrate d'ailleurs. Mais exactement. J'ai vu un compte là-dessus. Il y avait presque 2 fois plus de fonds côté démocrate que avec les PAC. républicains. Avec les PAC, ouais. Parce que sur la campagne elle-même, je crois que c'est 3 fois plus. Sur un milliard. C'est quoi les PAC? Alors les PAC, c'est la façon. Alors aux États-Unis, je crois que c'est ridicule le montant que tu peux faire de dons. Je crois que c'est genre, je sais pas, 2500 ou 5000 $. Par contre, donc il y a des gens qui demandaient à tous leurs employés de faire des dons pour arriver au-dessus. Et donc tu as des véhicules spéciaux, je sais même plus ce que ça veut dire, qui sont des PAC ou des super PAC, qui sont des véhicules qui ne sont pas des dons. Ce qu'ils font, c'est qu'ils financent quelque chose. C'est ça? Pardon?
Ouais, Ce c'est des sont des- véhicules dans lesquels, donc Elon Musk par exemple, pour donner un exemple, il a levé ce qu'on appelle un PAC, donc America PAC, qui n'a C'est pas un- le droit de donner de l'argent à la campagne directement. Par contre, ils peuvent financer des spots publicitaires. Et au cas précis, qu'Elon Musk, donc c'est un outil, si tu veux, un outil où il lève des fonds dedans pour dépenser de l'argent pour un candidat ou plusieurs candidats. Et ce qu'a fait Elon Musk avec America PAC, qui continue d'ailleurs maintenant après l'élection, c'est justement d'essayer de gagner la Pennsylvanie pour Trump. Mmh. Alors un PAC, Et là, tu peux mettre des milliards. Vas-y, c'est quoi? c'est un Political Action Committee. Voilà. Donc c'est une branche d'action en fait. Et l'America PAC, donc fondé par Musk, a été entièrement financé par Musk. C'est le seul donateur. Non, il y en a 3-4 autres et ils ont sorti. De ce que je vois, il a Ah oui l'air d'être le seul Non, donateur. t'as les autres, t'as DeVos, il le disait dans l'une podcast, D'accord. il faut vérifier, ils sont 3-4. Mais c'est beaucoup par lui, je crois que c'était 45 millions par mois, il en était à 120 Pardon. millions quand j'ai essayé, j'ai regardé il y a 2-3 semaines, c'était Tu as 120 raison. millions. C'est que dans les 3 premiers mois effectivement où c'était Voilà. le seul et Et ensuite lui, il a été rejoint. Ouais, ouais. Parce que voilà, et donc c'est ce qui fait que beaucoup d'Américains, des deux bords, te disent que les élections américaines se jouent sur l'argent, et ben je rebondis sur ce que disait Tim, pour la première fois, enfin pour Oui, la ça première fois, prouve je sais pas que si c'est la première fois, mais en tout cas, c'est assez notable que Trump, via ce qu'on appelle du earned media, donc Martin, je pense que c'est toi le spécialiste, tu peux en parler, ils ont réussi à dépenser beaucoup moins, à tel point que nos amis démocrates, apparemment, ont 20 millions de trous. Alors sur 1,8 milliard, ça fait quand même pas beaucoup. Enfin, sur 1 milliard, je crois, la campagne Norpac, c'est 1 milliard. Ça fait pas beaucoup, mais Trump a appelé à financer le trou démocrate. Je sais pas si vous avez suivi ça. Il a appelé à dire, bah moi les 20 millions de Kamala, je veux bien les payer parce que nous, on n'a pas dépensé assez vu que on a eu du earned media. Le mec est très très fort en communication. Roasted. C'est hallucinant. Mais c'est intéressant, le fait que les démocrates, enfin ça va nous amener vers l'inefficacité de l'État d'ailleurs, mais les démocrates, le fait qu'ils soient hors budget pour ces élections, ça montre un peu un niveau de dysfonctionnement assez dingue, je trouve, aujourd'hui, qui est aux États-Unis. Les villes démocrates, comme San Francisco et tout, ont d'énormes problèmes de management. Qui sont très riches, hein, qui sont des villes très riches. Voilà, qui pourtant ont des thunes hallucinantes, littéralement parmi les villes les plus riches du monde. Et c'est intéressant. Qu'est-ce qui fait qu'un État devient inefficace comme ça, selon toi? Bah, écoute, moi, je vais te dire un truc. On est tous des animaux de nos expériences, et j'ai retenu un truc quand j'ai commencé ma carrière dans la finance chez General Electric, donc dans une boîte américaine, et j'ai un boss qui m'a dit, tu sais quoi, quand tu mets les yeux, les coûts ils sont divisés par deux. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que dès que tu commences à regarder, mettre du reporting, les coûts se divisent par deux. Et il me semble, je suis pas Ah, les coûts. un peu de- Hein? J'ai pas coups, les entendu les coups. Les coûts. J'ai entendu les couilles et j'étais là. Ça Non, a les l'air coups. très intéressant. Alors, je suis désolé, c'est un peu moins intéressant, mais ça va être dans le sens du Doge. C'est que je suis pas un spécialiste et je te dis juste que j'entends à droite à gauche que je lis quand même le New York Times aussi, je lis beaucoup plus la presse américaine que française. Mais à mon avis, c'est parce qu'on regarde pas, tout simplement. On ne regarde pas assez. Il n'y a pas de accountability comme on dit. Il y a pas de, on vient pas te dire bon alors l'argent tu l'as déposé où, tu as dépensé où, qu'est-ce que tu en as fait, c'est quoi le retour. Encore une fois, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais ça a été repris énormément côté républicain, qu'il y avait un programme qui visait à ce que des Américains dans les campagnes soient équipés de Internet à haute vitesse. fait. Hein, t'as entendu parler de ça. Tout à Que fait. Starlink soit l'avait fait, soit était sur donc Starlink qui est au sein de SpaceX, ce qu'il est malin parce qu'il arrive à se faire de l'argent avant de faire de l'argent. Donc il a un réseau de satellites qui permet de proposer c'est pas la fibre d'ailleurs, c'est de l'internet, pas très haut Oui. débit mais bon pas mal. Tu l'as, Ouais. d'accord. Bah, ouais. Martin aujourd'hui nous Voilà. envoie via ça. Quoi. Voilà. Donc Starlink était sur les rangs pour équiper donc ces fameux Américains de je sais plus où à Internet, et puis que finalement ça a été refusé, qu'il y a 42 milliards qui avaient été dépensés, qu'il y avait 7 personnes, enfin je sais plus combien, enfin que ça n'avait pas marché. Bref. Oui, oui. Donc, Ouais. donc tout ça on entend parler. Je sais pas si c'est vrai. Par contre, si tu me poses la question, je pense que regarder et demander des comptes aux gens, c'est sûr que ça va réduire les coûts. Voilà, justement, Mais- j'en profite pour faire la transition. Ce truc de accountability, donc de responsabilité, de responsabilisation, d'être responsable de ce que tu fais et ce que tu produis, c'est justement, c'est ça que dit Musk quand on lui dit, mais c'est quoi votre government of efficiency, là, le Doge, là, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est réduire drastiquement la taille des gouvernements? Est-ce que c'est virer tout le monde, etc. Et lui, il dit non, c'est pas ça. L'efficiency, c'est surtout créer les incentives, encourager les gens qui font du bon travail et corriger ceux qui font du mauvais travail, en gros. Et donc, du coup, c'est cette notion d'accountability, cette notion de... C'est quoi le mot en français pour accountability? Responsabilité. Ouais, de responsabilité de ton travail, et récompenser le bon travail et pénaliser ou pas punir, mais genre, en tout cas, te le mettre dans la tête quand tu fais du mauvais travail et pour pas que tu continues à faire du mauvais travail, quoi.
Et c'est ce vers quoi il aimerait tendre. Et alors pour ça, comme tu le dis, Aram, ça commence par mettre les yeux là où il faut, regarder ce qui se passe, avoir peut-être des manières d'évaluer le travail des gens, de juger, des grids. Ouais. Mais c'est mettre des process en place en fait Mais qu'on n'a regarde, pas actuellement. Moi, ce que je me demande, c'est qu'aujourd'hui, les yeux, on les a. Par exemple, en France, les yeux, on les a. On a les stats, on a la data, on sait tout. Il faut les yeux, mais il faut autre chose. Il faut la tronçonneuse qui va avec. Je veux dire, à un moment, peut-être on devrait parler de Javier Milei, justement, à mon avis, qui a inspiré Musk sur tout ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, les États, ça fait 40 ans qu'ils grossissent, et leur périmètre est sans fin. C'est-à-dire qu'ils s'immiscent dans tous les aspects de la vie, micromanagent le moindre détail. Et on a l'impression qu'en fait, on ne fait qu'ajouter des lois et jamais on en enlève. Que, en fait, le code du travail est toujours plus gros, plus lourd. Et jamais il y a de date de péremption en fait, sur ces lois-là. Jamais, à un moment, on les regarde, on se dit, attends, celle-là, on l'a votée il y a 25 ans, elle va périr. Est-ce qu'on la garde ou pas? Est-ce qu'elle est encore plus Mais pertinente? il n'y a pas eu un mouvement, je sais plus si c'est Sarko ou Macron ou Hollande, il n'y a pas eu un Hollande. mouvement où il y avait une règle, Oui. c'est ça qui Il y a était eu le choc de toutes les nouvelles simplification. lois. Comment tu dis? Ah non, pardon. Ah oui, sous Hollande, Ouais. il y avait un choc de simplification à l'époque, mais bon. Non, il y a eu un truc, je sais plus si ça a été, je crois que c'est Sarko qui disait, si tu as une nouvelle loi, tu dois d'abord en éliminer une ancienne. C'est que moi je fais ça avec ma fille, si tu veux un nouveau jouet, d'abord t'en donnes un à quelqu'un. Et je peux te dire que ça augmente pas du coup. Mais il n'y avait pas eu ça en France, il n'y a pas eu. Je crois pas, hein. Il me semble Ah ouais, pas. d'accord. Ok. Non, non, En tout cas, aujourd'hui, le débat était sur Twitter. Il y avait un gros débat là-dessus sur justement le truc des cookies. Là, comme on a perdu je ne sais pas combien de millions d'heures ces dernières années avec les bannières à cliquer sur les bannières cookies, il y avait des gens qui disaient mais bordel. Est-ce qu'on pourrait pas l'enlever cette loi? Est-ce qu'on pourrait pas rétro-pédaler là-dessus sur ce cookie consent là qui fait chier tout le monde? Est-ce qu'on Ça fait pourrait chier. pas implémenter ça différemment et se rendre compte que la manière dont on l'a implémenté c'est de la merde et revenir dessus? C'est le Et il y a problème. jamais. C'est le problème aux États-Unis, c'est les agencies ou les bureaux. C'est que, si tu veux, t'as des gens dont les economics, leur vie, leur business model, leur salaire dépend de la complexité de l'État. Donc c'est tout un système. Et donc forcément, mais tu vas faire, tu peux, dans l'absolu, évidemment, tu peux dire bah vas-y on l'enlève. Mais si tu fais ça, tu désavoues le travail de plein de gens et c'est des millions d'euros, des milliards d'euros investis. Et puis tu les mets où ces gens-là en plus? En plus tu les Et mets en où? plus, tu les mets où? Tu les mets au revenu universel et puis ils nous font pas chier. Mais non, mais enfin, tu les mets où? Après, souvent ces gens-là qui votent les lois, qui font ça, qui sont dans les agencies, notamment aux US, c'est pas les plus à plaindre, tu vois. Donc, tu les mets où? À un moment donné, c'est de l'argent public, c'est l'argent Oui. des impôts des gens. Je veux dire, à un Faut moment, pas s'étonner. tu as, et- t'as raison. D'ailleurs, je sais pas où il les Je a crois mis, qu'il y a Javier 500 Milei, mais Je crois qu'il y a 500 agences fédérales aux États-Unis, quelque chose comme ça, entre 400 et 500, je sais plus. Et Musk veut les réduire à 99. oui, Il dit en gros, il faut qu'on vire 80% des agences. Et c'est vrai qu'il y a des agences. Enfin, Musk, quand il envoie des fusées, je sais pas si vous savez, hein, mais il doit prouver que la fusée, quand elle retombe, elle va pas faire mal aux requins. Ouais, j'ai vu le truc. Ou que le son. Ou les baleines, je sais pas quoi. Alors Voilà, ou que le bang des fusées va pas déranger les otaries qui sont à 20 km. On en est à un stade en fait où on est en train de ralentir le progrès humain, mais franchement pour des conneries. Alors c'est important de checker évidemment l'impact sur la biodiversité, machin, tout ça, mais on en est à des niveaux, enfin on en est à des niveaux qui sont kafkaesques en fait, qui sont ridicules, absurdes. En fait, on se confronte à une bureaucratie juste ridicule. Et encore, on parle des États-Unis, qui est pourtant peut-être le pays plus haut PIB par habitant au monde. Hein. ouais, qui est peut-être le moins pénible sur tout ça. Je veux dire, en France, ce serait probablement 100 fois plus compliqué de faire ce que fait Musk, voire littéralement impossible. On a eu l'exemple là avec les montgolfières, là, l'espèce d'immenses ballons qui ont été une start-up qui veut créer ce système de livraison dans les zones les plus complexes. Et c'est trop cool, leur ballon il est trop bien et tout. Et en fait, il y a plein de trucs environnementaux qui leur sont tombés dessus. Et du coup, le projet il peine de ouf à lever des fonds et à se financer et tout à cause de ces trucs. Ouais. Bref, du coup, Mais ça freine.
Pardon, mais si on peut sortir juste de l'innovation là, le sujet de Musk et des élections, c'est même pas l'innovation. C'est baisser le prix du gallon, c'est remettre le McDo à 2,5. Enfin, ce que je veux dire, et en Argentine, c'est de faire en sorte que les gens puissent retrouver un travail, que l'inflation elle est pas 30% par an. D'ailleurs, je crois qu'elle a drastiquement baissé. Le fruit de sa politique est pas encore acquis et facilement quantifiable et on vérifiera si sa politique elle fonctionne au final, mais il s'agit là de faire de l'économie de base. J'ai même pas des problèmes de régulation. Ouais, sans être économiste, aux États-Unis, je crois que c'est encore plus urgent. Enfin, je sais pas si c'est plus urgent ou pas, mais ce qui est très urgent, c'est que si j'ai bien suivi, il y a 35 000 milliards de dettes et le coût de la dette l'année dernière, si j'ai suivi, hein, j'ai écouté. C'est l'impôt sur le revenu. Je peux regarder, c'est plus de 1000 milliards. C'est plus que le budget de la défense, qui est quand même le premier au monde. Mmh. Et donc le problème, c'est pour les générations à venir. C'est que, alors moi, je sais pas vous, mais moi j'ai de la dette américaine. J'investis parce qu'elle est beaucoup plus élevée qu'en France. Donc c'est des dettes à 5%, 6%, etc. à 10 ou 20 ans. Bon, on se pose la question. Normalement, ils doivent quand même payer. Et donc c'est le problème des générations d'après. C'est que si tu démarres, les jeunes, ils démarrent avec entre 40 et 60 000 $ déjà de dette s'ils ont fait la fac. Et en plus, ils vont devoir payer des impôts pendant des années pour résorber cette dette. C'est ça le problème. C'est au-delà de l'inflation et du McDo, etc. C'est que, voilà. Mais c'est un double facteur. C'est que, premièrement, tu réduis le coût de l'État parce que tu réduis le nombre d'agencies, tu simplifies. Et en même temps, cette simplification amène moins de régulation, plus de libre marché, plus de libéralisme. Et donc, potentiellement, d'après eux, une économie plus florissante et donc moins d'inflation, moins besoin d'avoir accès à de la dette, etc. Mais en tout cas, il y a une tendance qui va, je pense, qui risque de faire snowball sur plein d'autres pays. Ça a commencé avec l'Argentine. Je crois d'ailleurs le président argentin va venir coacher Trump. Donc, est-ce qu'ils vont lancer une nouvelle dynamique et un nouveau momentum pour les États? Et est-ce que ça va se traduire en Europe? Je suis assez curieux de voir. Aucun pronostic d'ailleurs. Tim, tu voulais dire quelque chose depuis tout à l'heure? Je voulais parler un peu de Milei, un peu mieux l'introduire pour nos auditeurs, pour les gens qui nous regardent, parce que au cas où vous n'êtes pas au courant, Javier Milei, il a été élu président de l'Argentine il n'y a pas longtemps. L'Argentine, dans la situation, est catastrophique. Je voulais juste que les gens aient ça en tête. C'est que l'Argentine avait une inflation complètement délirante par an, c'est-à-dire que tu avais 100 balles, l'année d'après, ça valait 50 balles. Et l'année d'après, ça valait 25 balles. C'est-à-dire que tout perdait en valeur de façon systématique, donc l'argent, il fallait surtout pas le garder, il fallait tout de suite le claquer, en fait, parce que dès que tu gardes ton argent, il perd en valeur. Et du coup, c'est notamment grave parce que l'Argentine, faut avoir ça en tête, ça va plutôt vous surprendre, c'était le pays le plus riche au monde en 1895. C'était le cinquième, avant la Première Guerre mondiale, c'était le 5e pays le plus riche au monde, c'était le premier exportateur mondial de viande et de céréales. Et, effectivement, les gens PIB par capita, donc extrêmement riches. Ouais. Aujourd'hui, ils sont très loin dans le classement, très loin. Et Javier Milei, son postulat, c'était que selon lui, c'est le socialisme qui a pris toute l'Amérique du Sud, c'est ça qui a amené vers le déclassement total de l'Argentine. Et selon lui, c'est le fait que l'État est vers une course en avant infinie pour dépenser plus, grossir plus, étendre son périmètre. L'État à la fois prélève des taxes, crée de l'argent, en même temps bloque les prix, en même temps l'État essaie de tout contrôler de tous les côtés. Et finalement, quand on contrôle tout, il y a une soupape dans la cocotte minute, il y a un truc qui permet de sortir, c'est l'inflation. À un moment, tous les prix se réajustent d'une façon ou d'une autre. On ne peut pas tricher l'économie. On ne peut pas décréter que les loyers ne peuvent pas monter, ça ne marche pas. Tu peux, mais tu tombes dans le cas du Venezuela, quoi. Voilà, c'est ça, oui. Il y a une économie fermée, en fait, il y a un endroit financée par des gens qui se le font politiquement. Donc, voilà, Javier Milei s'est dit, il a été élu avec un mandat, du coup, il est arrivé avec son fameuse image de la tronçonneuse et s'est dit, il faut couper l'État dans tous les sens. Et il est économiste, non, à la base, non? À la base, il est économiste, effectivement. Économiste, libéral, très inspiré de Milton Keynes. Pardon, pas Milton Keynes, pardon. Milton Friedman, oui. Oui, pardon, voilà. Je mélange tout. Oui, de tous les grands penseurs libéraux. Et c'est intéressant qu'il essaie d'amener ça. Et c'est un très bon laboratoire, quelque part, de voir ce qui se passe. Et pour l'instant,
les loyers à Buenos Aires ont chuté complètement. Donc tous les prix sont en train de se réajuster. L'inflation, elle est passée de... Je crois que c'était... Elle est tombée à un chiffre, ouais. Ouais, elle est tombée Elle était à 25, 20%, 23 ou 20, une trentaine de pourcents quand donc, il a... pour l'instant, ça a l'air de marcher. T'as l'impression que tout est en train de se normaliser, de redevenir normal, de redevenir sain. Et ça montre à nouveau que les prix ont une valeur, les prix encodent de l'information, et on ne peut pas les tricher comme ça, quoi. Voilà. Tu veux faire pause pour la lumière? Tu veux? C'est moi? La lumière s'est éteinte, je crois, Aram. Non, c'est ma femme qui a éteint la lumière. Je sais pas Ah, pourquoi. ok. Et du coup, en préparation de ce podcast, parce que je me doutais qu'on allait parler de Monsieur Milei, j'ai demandé aussi une copine argentine, du coup, qu'est-ce qu'elle en voit, elle, comment ça se ressent au niveau des gens et tout. Parce que c'est vrai qu'au niveau des stats, on voit des belles choses. On voit cette inflation qui descend, on voit pas mal les loyers là qui descendent aussi, on voit pas mal de choses encourageantes. Et je voulais quand même l'avis de quelqu'un qui connaît les Argentins, qui les fréquente et tout, et elle me dit, c'est pour une partie du pays c'est dur, pour l'autre c'est dur aussi. En fait, c'est un peu dur pour tout le monde, mais on y croit enfin. On a enfin un cap, on sait vers où ça va. Et on sait qu'on a fait n'importe quoi par le passé et qu'il faut qu'on le paye aujourd'hui. Donc on le paye, on est prêt à galérer à le payer, mais au moins on sait que ça va vers le mieux et ça donne une force une fois pas possible, quoi. Après, elle m'expliquait aussi que c'est un peu bizarre. Il y a tous ceux qui vivaient pour l'État, enfin qui travaillaient pour l'État. Eux, ça va, ils s'en sortaient plutôt pas mal. Et ils trouvaient leur épingle dans le jeu. C'est pas ça l'expression. Ils tiraient leur épingle du jeu. Ils tiraient leur épingle du jeu. Et tous ceux qui ne travaillent pas pour l'État, eux, ils étaient dans la merde de ouf. Et en gros, aujourd'hui, apparemment, ça devient envisageable de faire ta vie sans travailler pour l'État. Et tu commences ça commence à être palpable, ce truc-là. Donc voilà, les Argentins sont quand même particulièrement enthousiastes par toutes les politiques de tronçonnage de notre Milei. C'est là où il faut se demander, effectivement, je pense qu'en France, on en est loin encore d'accepter ça, de prendre une pilule amère comme ça et de se dire, ok, on va galérer quelques années, le temps de tout réajuster. Mais il faut se demander, effectivement, l'économie française, elle est extrêmement centralisée par l'État. Un employé sur 5, un actif sur 5 travaille pour l'État. Ça me paraît gigantesque. Il y a des questions à se poser. Est-ce qu'effectivement, on a besoin que l'État s'occupe de tout? Est-ce qu'on a besoin que l'État nous rembourse une réparation de fermeture éclair? Est-ce qu'on a besoin que l'État... Tu me diras comment tu fais, hein. Je veux dire... Non mais, c'est... je sais pas, à mon avis, il va falloir que... En fait, ce qui m'étonne, c'est que le français, j'ai l'impression, il a jamais été exposé au libéralisme. Mais au vrai libéralisme. C'est-à-dire qu'il y a ce discours un peu de fond en France où on dit on vit dans un État néolibéral, le libéralisme extrême de Macron. Mais en vrai, le français n'a jamais connu ce que c'est le libéralisme. Il ne sait pas ce que c'est le libéralisme. Mais en fait, il a connu le pire, je dirais. Il a connu l'étatisme qui se fait passer pour libéralisme. Un bon exemple, j'en ai deux d'ailleurs, c'est... Et Macron, c'est le professionnel de ça, malheureusement. C'est-à-dire qu'on a collectivisé les coûts et on a privatisé les profits. Donc, un exemple de ça, c'est les autoroutes. Fabriquées avec nos taxes, nos impôts à la base. Et puis après, une fois qu'ils sont construits, on les privatise. On les donne à des entreprises qui, elles, le gèrent. Ils sont pas prêts. Il y a une concession. Normalement, tu as une concession, tu dois payer sur 99 ans, je sais pas combien. Et effectivement, derrière, l'opérateur, c'est du project finance, hein. L'opérateur, il doit payer cette concession, rembourser sa dette parce qu'il s'est financé avec de la dette, et donc il fait payer les autoroutiers c'est ce que j'en ai compris quand je fais le project finance à 25 ans. C'est pas privatisé, ça appartient toujours à l'État, mais l'opérateur est privé. Donc tu devrais être content parce que ça va quand même vers le rôle de c'est pas l'État qui opère Et non. Parce que tant que l'État est derrière, c'est exactement la même connerie que EDF, qui est obligé de vendre son électricité à des concurrents, qui eux-mêmes feront une marge dessus. C'est-à-dire qu'on a l'électricité produite par EDF, qui est vendue à des entreprises qui elles-mêmes le vendent sur le marché derrière. Et c'est du libéralisme forcé. C'est comme la SNCF qui est obligée d'ouvrir ses lignes à d'autres... Et ça, c'est l'Europe qui pousse ça. Et pourquoi t'es contre alors? Juste que je comprenne, parce que faut que quelqu'un prenne un point de vue différent. Bien sûr, bien sûr. Je trouve que... C'est du faux libéralisme en fait. C'est-à-dire que regarde, pourquoi les prix d'électricité ont augmenté en France ces 2 dernières années? Ça n'a aucun sens. On tourne au nucléaire, le nucléaire n'a pas monté magiquement depuis 2 ans. Pourquoi ils ont monté, j'en sais rien. Ah, on a perdu Benjamin. Non, allez-y, je m'absente une demi-seconde, mais continuez, je reviens. Eh bien, les prix ont l'air d'avoir monté parce que, au lieu qu'EDF vende directement l'électricité aux Français, il est forcé de s'indexer sur les tarifs européens. Il est obligé de vendre en avance son électricité sans prendre en compte les futures pénuries qu'il pourrait y avoir, etc. Donc nous, par exemple, toute l'électricité qu'on aurait pu vendre à l'Allemagne quand on en avait besoin suite à la guerre en Ukraine,
EDF a pas pu le faire et saisir l'opportunité, parce que tout a été vendu en avance, 1 an, 2 ans en avance. Ils achètent de l'électricité, ils la revendent derrière. Il y a tout un marché d'électricité qui se fait sur 1 an, sur 6 mois, même à la semaine, et même aujourd'hui en 24 heures. Il y a un marché qui vend l'énergie pour demain. Le problème, c'est que du coup, tous les coûts d'investissement d'EDF, c'est nous qui les payons, c'est les impôts, les taxpayers. Tous les coûts d'installation des rails de la SNCF, c'est les impôts, les autoroutes, c'est les impôts. Et à la fin, on donne ça à des boîtes privées qui, elles, vont faire leur marge, etc., sur les investissements qui ont été faits par les Français. En tout cas, je vais aller dans son sens pour dire un truc. C'est que, je sais pas si vous avez suivi aux États-Unis, mais alors, ils sont en train de nucléariser à nouveau, les mecs. Et pourquoi? Ouais. Pour les haies, parce qu'il n'y a pas assez d'électricité. Bien sûr. On va pas rigoler, mais il n'y a pas assez d'électricité pour faire tourner les composants, enfin les supercomputers qui font tourner l'intelligence artificielle. Et donc on va voir, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça, on parlait de psychologie tout à l'heure, c'est génial le nucléaire, parce qu'il y a 3 accidents dans le monde, je crois, 3 ou 4, Three Mile Island, Tchernobyl, Fukushima. Et malgré ça, tout le monde se dit que c'est dangereux. Alors je pense que disait une analyse que j'avais suivie, c'est que c'est parce que c'est pas à cause de ça, c'est parce que c'est trop lié aux militaires. C'est-à-dire qu'en fait, c'est à peu près la même technologie et que beaucoup de gens disent, je sais pas si c'est vrai, que l'Inde a eu l'arme nucléaire quand on lui a donné la technologie civile. Mais ce qui est intéressant, c'est que je sais pas, je crois que c'est Microsoft qui relance Three Mile Island. Et il y en a d'autres, il y a des startups qui sont lancées sur le nucléaire aux États-Unis et qui regardent la France en se disant mais regardez, ça marche. Le problème, c'est que les générations 1 et 2 elles pouvaient avoir le problème de Fukushima et quoi. Les générations 3 et 4, c'est pas possible. La Chine va en faire 300. Enfin bon, il y a plein de débats autour du nucléaire. Donc on verra bien parce que ça va être a priori des acteurs privés, j'imagine, et on verra comment ça marche. Bien sûr. Mais non, mais l'énorme intérêt, c'est que si l'État fait les bons paris, très bien, on en profite tous. Par exemple, quand l'État français des années 60, le plan Messmer, effectivement lance toute la nucléarisation de la France, plus le TGV, qui fonctionne sur cette électricité propre, plus tout ça, effectivement, l'État fait les bons paris, et trop bien, on en bénéficie tous. Quand l'État fait les mauvais paris, comme l'Allemagne, par exemple, qui lance 500 milliards dans les renouvelables, et donc l'énergie 22, ça s'appelle ce plan-là, et qui aujourd'hui, un kilowattheure allemand coûte 10 fois le CO2 d'un kilowattheure français. Là, on voit un problème quand l'État s'est planté. Le problème pour moi, c'est que l'étatisme fait qu'il n'y a pas une... L'intérêt du libéralisme, pour moi, c'est que chaque entreprise est un laboratoire, est un test. Si ce test est viable, il fonctionne. S'il n'est pas viable, il se crache. Ouais, c'est ce que j'allais dire. L'État ne meurt pas, en fait. L'État ne meurt pas. L'État ne meurt pas. Quand tu as fait des erreurs, c'est vrai qu'une entreprise qui fait ce type d'erreur, elle disparaît. Exactement. Et puis, on passe à autre chose. Donc, les problèmes, les mécanismes de correction dans les États aujourd'hui n'ont pas l'air d'être bien en place. Et là, on le voit en France, on se réveille sur le nucléaire, mais nous, depuis qu'on est né, on le disait à chaque fois, c'est que le nucléaire, c'est une énergie qui, moi, pour ma génération, avait l'air d'être mauvaise. Jusqu'à que je me sorte de la matrice et que je réapprenne de zéro la chose, et j'ai fait, mais non, mais en fait, c'est bien. Mais donc, il y a un danger, en fait, si tu veux, de tout centraliser pour moi, c'est que, du coup, on manque de diversité d'options. Oui, mais malheureusement, là, tu vas vers, je sais plus quoi, je crois que c'est depuis même avant Colbert. C'est 500 ans tu vois, même pas 400 et quelques années de centralisation. Voilà, exactement. Et c'est là où je dis le culturel, il joue quand même. Même si je pense que depuis 50 ans ou 30 ans, on essaye d'aller dans les régions, de faire plus de choses dans les régions et tout. Mais c'est vrai que l'aspect culturel, il faut pas le négliger. Ce qui peut marcher quelque part peut ne pas marcher ailleurs. Mais c'est pas pour ça qu'il faut pas essayer. Bien sûr, bien sûr. Et je suis pas en train de dire il faut tout privatiser ou il faut tout rendre public. Il y a un dégradé dans tout ça, comme d'habitude. Je veux pas 100% du libéralisme complètement dingue. J'essaie juste de défendre le libéralisme et de faire comprendre pourquoi ça a de la valeur. Et ça explique pourquoi les Américains, quelque part, là, regardez aujourd'hui, comme l'État, c'est pas l'État qui va décider de la politique énergétique vraiment. Comme tu dis, c'est le privé. Il y a une demande. Il y a une demande d'énergie de fou aujourd'hui aux États-Unis. Et du coup, des acteurs essaient d'y répondre très vite, quoi. Ouais. Et du coup, il y a un système qui est hyper flexible, hyper vivant, où c'est pas un énorme État qui décide en avance de tout, et si jamais il va dans la mauvaise direction, c'est catastrophique. Et l'État prend 20, 30, 40 ans de retard, voire nous, sur l'IA en Europe, la situation, elle est franchement catastrophique, et je suis assez terrifié de voir comment on va se placer dans ce siècle-là, avec le retard technologique qu'on accumule, et le fait qu'on n'a même pas la culture, on n'a même pas commencé à avoir la culture qui nous permettrait de rattraper ce retard.
Alors justement, en parlant de culture et pour revenir au thème du jour sur l'entrepreneuriat, ce que je trouve assez fascinant, c'est quand un entrepreneur comme Musk, donc c'est quand même d'abord un entrepreneur, même si j'ai sorti une vidéo là sur mon LinkedIn récemment où il disait si Netscape m'avait employé, j'y serais allé. Et j'ai pensé à toi, Martin, en disant qu'il n'aurait pas trouvé sa place, parce que c'est le truc qui m'avait marqué sur ton podcast, c'est que les entrepreneurs cherchent leur place, donc il serait parti. Donc lui, c'est un vrai entrepreneur. Et donc c'est intéressant parce qu'un entrepreneur, c'est quoi? Alors, encore une fois, j'en ai 3 devant moi. C'est d'abord pas faire faillite. C'est d'ailleurs don't run out of cash. C'est la première leçon d'entrepreneuriat. Et c'est intéressant que ce soit un entrepreneur qui regarde. Est-ce que c'est Musk qui a proposé ça? Je sais pas si vous vous souvenez, il avait fait un Twitter Space ou un X Space ou un truc comme ça avec Trump. Et c'est lui qui a dit, moi, j'aimerais bien participer à ça. Tu t'attends pas à ça. Tu t'attends à ce que le gars il dise, moi, dans ton administration, je vais être en charge de l'espace, je vais être en charge d'un truc de croissance. Et en fait, c'est dingue que le type il vient en disant non, moi je vais regarder le truc le plus boring d'ailleurs, comme le Boring Company, le plus boring possible, c'est les coûts de l'État. Et c'est intéressant qu'un entrepreneur fasse ça, parce que je pense que les bons entrepreneurs comprennent cette notion de coût et de comptabilité, etc. T'es relativement bien placé en tant qu'entrepreneur pour le faire, tu vois. Et au final, un État, c'est rien de plus. Un peu plus, mais ça fonctionne comme une entreprise qui serait gigantesque et qui aurait une durée de vie très très longue, avec une capacité d'investissement encore plus longue que les fonds evergreen qu'on mentionnait au début. Et ce que disait Tim, de création d'argent. Le problème de l'État, c'est qu'il fait marcher la planche à billets. C'est ça le problème, c'est qu'alors que quand t'es entrepreneur, à un moment donné, t'as plus les ressources, c'est ça. C'est ça que je trouve un peu bizarre, délicat ici, c'est que un entrepreneur, ça peut se planter. Et le fait est qu'avec un État, t'as pas trop le droit de planter, parce que t'as quand même des millions de vies et de personnes à la clé, quoi. Et donc c'est ça c'est cool d'avoir un entrepreneur qui vient et qui amène sa vision entrepreneur là-dessus, mais en même temps, je comprends que ça puisse terrifier beaucoup de gens de se dire mais putain, mais si ça nous amène droit dans le mur Alors pourquoi les États et les partis politiques passent leur vie à se planter? Les Allemands ils se sont plantés. Je suis désolé, ils ont mis des éoliennes partout. Là leurs éoliennes et leurs panneaux solaires ils sont en grève. Qu'est-ce qu'ils font? Ils crament du charbon. Je suis pas leurs objectifs. Je suis d'accord. C'est ça. Moi, je suis de l'avis inverse. C'est qu'un entrepreneur, il peut pas se planter. Parce que s'il se plante, il disparaît. Alors que l'État, s'il se plante, il reste. Et même les gens en place sont pas tenus comptables pour les conneries qu'ils font. Et ça, mais ça, c'est ce qui, c'est ce qui se passe en Argentine, c'est ce qui va se passer aux États-Unis, c'est que ils leur disent clairement, si vous foutez rien ou si vous faites de la merde, vous allez dégager. Et cette fois pour de vrai, vous serez plus protégé dans ce sérail un peu sacré qu'est l'État, c'est pas qui vous autorise, mais qui au final te déresponsabilise un peu, tu vois. Et un entrepreneur. Mais c'est dommage que les États prennent pas de risques, parce que je n'ai pas d'exemple en tête, mais je pense que c'est bien quand l'État prend un risque quand même, parce que parfois ça marche. Tu parlais du nucléaire, du TG. C'est quand même bien quand les États prennent des risques. Et je voudrais pas qu'on tue le sens de l'initiative au sein de l'État en disant finalement vous faites les trucs plan-plan et puis nous on va s'occuper du reste, parce que je pense que les entrepreneurs, malheureusement, t'as raison, il n'y a pas le droit de se planter, mais il y en a beaucoup qui se plantent. Toi, t'as géré ta boîte d'une façon extraordinaire et t'as toujours fait attention à ta rentabilité et tout. Bon, moi je les récupère en lambeaux, les autres derrière avec les plantes, tu vois. Mais je trouve que la prise de risque elle devrait exister dans les États. Par contre, je suis d'accord avec vous avec la responsabilité, avec accountability. C'est ok, t'as essayé, tu t'es planté. Bon voilà, tire dans les conséquences, tu vas faire autre chose. Et il n'y en a pas aujourd'hui, peu importe que tu aies complètement foiré ton mandat, toutes tes annonces, que tous tes KPI ils sont au travers. Je sais pas, Dominique Voynet qui a saboté notre nucléaire par exemple en France, aujourd'hui, elle est où la comptabilité, quoi? Je sais pas, elle est plus élue, si, je sais rien, elle est élue, je sais plus. Oui, en fait, il me semble que dans l'État, alors l'État, encore une fois, je suis pas un professionnel, je suis pas un spécialiste, mais il me semble, les élus, eux, c'est direct. Je veux dire, eux, ils sont dégagés direct parce qu'ils sont pas réélus. Mais une fois après, que t'as l'État, oui, mais tu as les quand t'as été ministre ou député, à vie, t'as une rente. Ah oui. Et puis t'as beaucoup de fonctionnaires qui travaillent là-dedans, et je pense que c'est aussi un peu aux États-Unis, je connais pas bien, mais tu as un peu ce mythe de l'État profond. Je le pense deep state, ouais. Voilà, tu vois. Donc il y a ça aussi. Et puis en France, le fait que tu puisses pas virer, par exemple, un fonctionnaire, donc quelqu'un qui ne performe pas du tout, voire même qui peut saboter du boulot, ne peut pas être viré concrètement. Enfin, c'est à moins. C'est un énorme problème en fait, c'est qu'il n'y a aucune culture d'efficacité dans le sein de l'État, dans tous les systèmes de l'État, il n'y a aucun incentive pour être plus efficace. Chaque ministère, chaque entité a tout intérêt à essayer de grossir.
et a tout intérêt à dire moi il me faut plus de budget, il me faut plus de gens pour que ma mission je la fasse mieux, etc. Donc par exemple quand les gens se plaignent que l'éducation nationale va pas bien, la première réaction c'est de se dire il faut plus de budget, il faut plus d'enseignants, il faut plus ça. Au lieu de se dire est-ce qu'on alloue bien l'argent, est-ce que l'argent est bien mis. Je vais vous montrer un truc. Ça là, c'est un compteur, je vais le mettre net, ça c'est un compteur de CO2. Ouais. Je l'ai acheté pour la boîte, et donc là je suis à 700, et en gros il faut rester en dessous de 1000. D'accord. Dès qu'on passe au-dessus de 1000 en particules de CO2, en densité, on perd 20 points de QI. Littéralement, on devient débile. Vous savez ce que c'est la moyenne de CO2 d'une classe? On est entre 1500 et 2500. Donc on est littéralement débile dans une classe. À cause de quoi, du coup De la concentration de CO2. Mais qu'est-ce qui fait que ça augmente autant dans une classe? C'est parce qu'il y a plus de 30 élèves dans le même endroit, l'air circule pas, en France, on a un problème avec l'air conditionné. Donc, on déteste ça, l'air conditionné, on a l'impression que c'est mal. Mais l'air conditionné, ça permet de faire tourner l'air, tu vois. Et donc, en France, t'as 30 élèves assis dans une classe, bourrés de CO2, et leur cerveau, littéralement, ne fonctionne pas comme il faut, et donc, ils apprennent rien, ils comprennent rien, etc., etc. Et moi, je me souviens qu'à l'école, j'étais dazed, tu sais, je respirais, tu sais, en été, tu meurs de chaud, les fenêtres, elles s'ouvrent, je peux pas. Les mecs, il y en a un qui a pas aimé sa prépa, l'autre, il était pas à l'école, ça va. Mais non, c'était pas bon. Non, alors que pourtant, j'adore apprendre. Je suis complètement auto-formé, tu vois, je code et je fais tout ce que je sais faire. Je l'ai appris moi-même. Moi, j'adore la cantine, j'adore l'école, j'adore la prépa. La prépa, c'était le meilleur moment de ma vie, j'apprenais plein de trucs rapides, et je suis devenu chercheur après avoir été Non, mais très bien. Sur cette mais on pourrait tellement optimiser, tu vois. C'est un bon exemple, par exemple, d'une mesure très simple qui pourrait optimiser les choses. Bon les gars, on parle depuis tout à l'heure, mais est-ce qu'on n'aurait pas quelques petits graphes pour supporter un petit peu tout ce qu'on raconte et nous diriger vers une conclusion de podcast sur le government efficiency, sur toutes ces choses-là qu'on avait promis d'aborder un jour. S'il vous plaît, recentrons-nous, s'il vous plaît. Moi, j'ai bien envie de vous présenter ce petit graphe-là, qui est assez intéressant, je pense. Et qui montre l'évolution des prix entre 2000 et 2023 aux États-Unis. Et pour bien comprendre, à mon avis, pourquoi aujourd'hui il y a un tel désir là de trancher dans l'art dans l'État aux États-Unis, c'est que ce qui a été géré par l'État, globalement, a été hyper inflationniste. Les prix ont augmenté de façon assez drastique. Alors peut-être que je peux agrandir la fenêtre. Pour ceux qui nous écoutent sans voir les images, c'est un graphe qui s'appelle les Price Changes de janvier 2000 à décembre 2023 et qui présente plusieurs secteurs d'activité, plusieurs industries. En fait, certaines qui ont énormément augmenté, certaines qui ont énormément diminué en prix. Tim, je te laisse reprendre ton analyse. C'est ça. Et donc par exemple, donc ça montre ce graphe des courbes assez terrifiantes que par exemple les services hospitaliers, les prix ont augmenté de 243% entre 2000 et 2023. Les prix de l'éducation ont augmenté de 184% entre 2000 et 2023. Même les bouquins, juste les textbooks du collège en américain, donc c'est pas le collège français, 154%. Childcare, 132%. Le housing a augmenté de 96%. Donc tout ça, c'est des choses qui sont... Ça montre la tendance inflationniste de malade qu'il y a aussi aux États-Unis. C'est pas que l'Argentine, etc. Je pense que le monde entier se mange l'inflation dans les dents en ce moment. Et de l'autre côté, ce qui est intéressant dans ce graphe, c'est que ça montre aussi d'autres choses dont les prix ont chuté incroyablement en 20 ans. Et par exemple, assez intéressant, mais le prix aujourd'hui des services de téléphone ont chuté de 40%. Le prix des jouets a chuté de 70%. Le prix des softwares, moins 72%. Le prix des télés, moins 90%. 97% même. Donc, assez hallucinant de voir la chute totale de certains prix. Et je trouve que c'est intéressant de voir, je pense que énormément d'Américains aujourd'hui se sentent un peu squeeze dans le coût de la vie au jour le jour, par les loyers qui montent, par le prix de la bouffe, par le prix des soins, le prix de l'éducation. Et c'est pour ça, à mon avis, qu'il y a un vrai désir aujourd'hui d'aller lire quelqu'un comme Trump accompagné de Musk, qui est un peu son shadow président du coup, qui va s'occuper de mettre des coups de tronçonneuse dans tout ça et de voir est-ce qu'il n'y a pas moyen de réduire le périmètre de l'État et de le rendre plus efficace, plus lean, un peu comme il a fait avec Twitter. Twitter, quand Musk l'a pris, il a viré 80% des équipes, il a dit bon, est-ce que ça tourne toujours? Et après, il a réembauché les quelques personnes qui manquaient éventuellement. Et Twitter tourne aujourd'hui avec 20% de la workforce de l'époque. Et le site tourne toujours.
à mon sens, le rôle de l'État, c'est juste d'assurer les conditions de la prospérité. Voilà, c'est tout. Je pense que l'État n'a pas à micromanager tous les détails de notre putain de vie. Il n'a pas à rembourser 50 centimes sur nos fermetures éclairs quand on les répare. C'est pas son rôle. L'État, il est là pour savoir comment il fait ça, lui, parce que moi... Non, mais je comprends ton point. Est-ce que vous pouvez revenir sur le graphe? Moi, je voudrais finir en parlant du biais de confirmation qu'on a mentionné plusieurs fois, qui est en fait cette tendance psychologique qu'on a tous de non seulement de chercher de l'information qui confirme ce qu'on pensait déjà, et de mettre de côté ce qui peut aller contre nos avis, nos opinions. Tu peux remettre le graphe du coup? Bien sûr. Parce que je vais prendre, alors moi j'ai une déficience de format, c'est que dès que je vois un graphe, j'ai envie de le critiquer. Donc c'est pas une critique de la personne. Je trouve aussi critiquable, hein. Je suis d'accord qu'il y a Et par contre, je vais te dire des trucs qui vont être exactement l'inverse en prenant le même graphe. Je dirais premièrement, qu'est-ce qui est pas là? C'est toujours les questions qu'on pose pas. Donc, qu'est-ce qui manque? Est-ce que c'est quel pourcentage de l'économie? Premièrement, bon, je sais pas s'il y a transportation. Bon. Deuxièmement, je dirais que tout ce qui est en rouge en haut est pas public, puisque College Tuition and Fee, Harvard, c'est pas public. Hein, donc, il y a plein de facs américaines, la Ivy League et tout, qui le sont pas. Le food et beverage, tout ça. Voilà. Troisièmement, en bas, les jouets délocalisés en Asie, cell phone services, c'est peut-être de la concurrence. Donc ça, c'est bien. Clothing délocalisé en Asie, no cars. Tu vois ce que je veux dire? Donc TV délocalisé en Asie. Donc on peut lire les choses différemment. Je me méfie d'abord. Je sais pas qui est Mark Perry. Source, c'est peut-être le BOL, mais bon voilà. Donc je dis pas que c'est faux, je dis pas que c'est juste. Je dis juste qu'il faut toujours se poser la question ouverte en se disant d'où ça vient, quel est le message je suis d'accord avec toi. D'engager ton idée de confirmation et sans le dire pour toi. Hein, et sinon, à part ça, je suis d'accord sur ta conclusion. Moi, j'ai fait mes études grâce à une bourse d'État. Donc, je suis ravi que l'État aide les gens qui n'ont pas les moyens. Si ça nous rend productifs, je crois que j'ai rendu au centuple, peut-être pas au centuple, mais pas loin, entre guillemets. Voilà, c'est tant que ça nous rend productifs, ça nous permet de passer un moment. Rogan en parle tout le temps. Tu parlais de Joe Rogan tout à l'heure. Il dit tout le temps qu'il a vécu sur le welfare state. Beaucoup d'entrepreneurs, trop peu, hein. Trump, c'est pas son cas, mais beaucoup d'entrepreneurs, Musk non plus, c'est pas son cas d'ailleurs. Je crois que son père avait pas mal d'argent, mais beaucoup d'entrepreneurs aux États-Unis surtout sont partis de rien et sont contents de donner. Hein. Je veux dire, même Musk, il a dit que il a donné 10 milliards. C'est l'Américain qui a payé le plus. Je sais pas si vous savez, au moment où ils paient leurs impôts, Mark Cuban, dont on n'a pas parlé aussi, etc. Ils disent combien ils ont payé, c'est en milliards. Et Musk, voilà, c'est des gens qui payent, qui sont contents de payer leurs impôts parce que c'est très américain. Mais t'as raison, c'est pas une raison pour en faire une gabegie. C'est ça, c'est que il y a moyen de soutenir ceux qui en ont besoin, il y a moyen d'avoir un filet de sécurité. C'est pas ce qu'on remet en question. Je pense que ce qu'on peut remettre en question, c'est quel est le bon équilibre en fait entre une économie centralisée par l'État et une économie plus libre. Oui, t'en as pas parlé, mais les programmes dont on parle, il y en a beaucoup des deux côtés. Ce que disent les Américains des deux bords, c'est que beaucoup des programmes dont vous parlez, là, les agencies et ça, sont financés pour faire plaisir aux gens qui ont financé, qui ont fait du lobbying pour les campagnes. Donc c'était la promesse, c'est de dire, tiens, dans mon coin, je te donne de l'argent, t'es élu, et donc tu vas pousser l'agency qui va aider mon entreprise. Bon voilà, je veux dire, ça existe aussi. Hein. Mais de toute façon, Tim, et pour conclure, si tu veux, là, on va avoir le plus gros laboratoire possible au monde pour pouvoir vérifier si une politique plus libérale, moins interventionniste, avec un État réduit à son, peut-être pas son plus simple appareil, mais en tout cas bien amaigri, voir ce que ça fait. Si le laisse faire, hein, parce que si en effet ils ont les moyens de faire ce qu'ils veulent faire, ouais. Donc on va voir. Mais en tout cas, c'était bien rocambolesque toute cette élection. Ça va être très intéressant de voir les 4 prochaines années effectivement ce qui va se passer. Mais 4 ans. Même 2 parce que je crois qu'ils n'ont pas des midterms. Ils ont des midterms, donc ça va être déjà 2. Ouais, je crois que l'objectif du Doge là, il est établi sur 2 ans là, effectivement. Oui, complètement. Mais comme vous dites, hein, c'est extrêmement pas excitant, je sais pas si on peut dire excitant parce que encore une fois il y a probablement des millions de vies qui sont en jeu et tu peux changer vraiment en bien comme en mal le quotidien de beaucoup de gens, mais en tout cas c'est très intriguant tout ce qui va se passer, ça donne envie de suivre ça avec une très très grande attention quoi, de tels changements drastiques, de tels
telles libertés qui vont être prises dans le remodelage des choses. Moi, ça me fascine un petit peu, quoi. Je sais pas si vous êtes dans le même. Je peux dire un dernier truc sur, tu me posais la question tout à l'heure et je te disais, une leçon que j'ai appris chez General Electric, c'était ça, qu'il fallait regarder, faire du reporting. Une autre leçon que j'ai apprise, vient de mes boss, c'était que quand tu fais des changements comme ça, il faut que tu sois à deux niveaux. Tu peux pas faire que des changements qui prennent du temps. Donc tu disais 2 ans, effectivement. Le problème, c'est que s'ils font que des choses drastiques, ça va prendre du temps, on va pas se rendre compte des effets. Donc ils vont être obligés de faire en parallèle des quick wins, donc des choses qui sont beaucoup plus rapides. Donc on va voir beaucoup plus rapidement les effets, parce que sinon, dans 2 ans, je pense qu'ils vont se prendre une plantade. Ouais, faut qu'ils ramassent les low hanging fruit, comme on dit là, et en même temps qu'ils font du plus long terme. En effet, ouais. Exactement, faut faire les deux. Et ben ouais, ça, voilà, palpitant, c'est le mot. Qui est-ce qui veut faire une forme de conclusion absolument extraordinaire? La dernière fois, c'est Tim qui a remporté la ceinture. Il a arraché la ceinture des mains de Martin, qui fait souvent de très bonnes conclusions. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est Aram qui va trouver une conclusion. Moi, je donnerais ma conclusion. C'est juste que, je trouve que ce que j'aime beaucoup dans cet échange, c'est que il faut une diversité de points de vue. Alors nous, on est, je pense quand même tous à des degrés différents, plutôt à peu près du même bord, mais il faut une diversité à la fois de points de vue et de compétences, mais surtout, ce que j'aime bien là, c'est que tu vois, on peut parler de choses, pas être d'accord sur certaines choses ou se questionner, et qu'on en ressort tous grandis. Ouais. C'est ma mini conclusion, mais je vais laisser quelqu'un faire une vraie conclusion. Non, mais elle est bien. Hein. Je sais pas les gars, vous pensez. Est-ce que vous voulez passer après Aram? Si. Mais sur le sujet, moi j'ai pas parlé du sujet, moi j'ai parlé. Mais après, moi, très honnêtement, cette campagne m'a bien amusé. Alors oui, Ben, c'est dramatique, on joue avec la vie de millions de personnes, etc. Tu la joues comme ça, mais en réalité, c'était un show, on l'aime ou on l'aime pas. On se retrouve avec Musk qui fait de la politique, la volonté de faire du Milei pour les États-Unis. Je suis assez curieux de voir ce que ça va donner. Et enfin, on peut les aimer ou pas les aimer, mais en face, c'est pas des peintres. Ils vont pas détruire la première puissance mondiale comme ça en 2 secondes. Donc voilà, laissons aux gens, qu'ils soient d'un bord ou d'un autre, un minimum de crédit et le temps de faire ce qu'ils veulent faire. Et très honnêtement, en tant qu'Européens, je pense que on va avoir matière à s'inspirer soit de leur succès, soit de leurs erreurs. Donc moi, je me frotte les mains. Moi pareil, je me frotte les mains pour le coup. On va pouvoir apprendre beaucoup de ce qui se passe là-bas, quoi qu'il arrive, dans un sens comme dans l'autre. Et ça c'est extrêmement excitant. Et je suis tout à fait d'accord avec toi, Martin. Voilà, oui, c'est ce qui se passe là-bas, c'est probablement des débats qui nous arrivent chez nous dans 5 ou 10 ans. Tu vois. Probablement. Donc c'est effectivement, à mon avis, dans 5 ou 10 ans, ça va être des grosses questions sur la table. Quel est le périmètre de l'État? Est-ce que l'État a complètement dépassé ses prérogatives? Est-ce qu'il faut que l'État se reconcentre? Voilà, c'est vraiment des vraies questions qui, à mon avis, vont prendre le dessus complètement dans les 10 ans à venir en Europe. Vous êtes optimiste? Est-ce que vous êtes optimiste et chargé de positivisme? Moi, je suis toujours optimiste. Je vois ça, Aram. Et toi, Tim aussi. Martin, j'ai l'impression que je trouve pas de raison dans le monde d'être pessimiste de manière générale. Donc, sinon, si tout simplement, si on était pessimiste, on serait pas là derrière ces micros. On aurait rien à foutre. Non, tu serais sur MSNBC en train de dire que c'est la cata, que le pays va partir. Exactement. Mais ne concluons pas là-dessus. Soyons positifs. Volons toutes les bonnes idées et évitons toutes les erreurs des Américains et ça sera bien. Merci Aram. Merci à vous. Merci beaucoup Aram pour ta participation extraordinaire. Je mets un terme à ce podcast. Vous pouvez le retrouver bien sûr sur Spotify, sur Apple Podcast désormais, sur YouTube bien entendu. Et suivez-nous sur Twitter là où vous pouvez. Aram, je sais pas si toi il faut te suivre quelque part. Est-ce que tu te lances sur Twitter à fond? J'ai entendu. Je commence sur Twitter, sur @VC_Factory. Sinon je suis sur LinkedIn. Aram. Toi c'est marrant. C'est-à-dire que tout le monde se barre de Twitter. Enfin les démocrates se barrent de Twitter. Toi t'arrives maintenant. Ouais, j'arrive maintenant. Ouais. Parce que en fait les VC sont encore là et moi je veux partir beaucoup aux États-Unis l'année qui vient. Et finalement je me suis pris au jeu. C'est-à-dire que je le fais pas beaucoup. Je vais de temps en temps et je trouve que LinkedIn a vraiment baissé de qualité pour le coup et donc il y a plus de débats et tu peux engager les gens directement plus sur Twitter, je trouve. Enfin, X. Je suis d'accord. Toi, oui, parce que toi, t'es déjà bien implanté. Eh bien, on rappelle les réseaux sociaux de tout un chacun dans la description de tous les podcasts YouTube, etc. Merci d'avoir écouté jusqu'ici ce bon podcast sur... je sais pas trop quel était le sujet de ce podcast au final. Il y avait beaucoup de choses. On lui trouvera un titre. Et voilà. Merci à tous d'avoir participé. Je m'étouffe avec une noisette en fin de podcast.
C'est son dernier podcast. Aram va me remplacer pour tous les prochains. Aram, succède-moi bien, merci. J'en ai fait 20 épisodes, non, je pense que non. Merci. C'est très bien. Allez, ciao. Merci à tous. Ciao. Salut.